Laissez-moi cuisiner pour vous ce soir, a-t-elle chuchoté. Et cette seule phrase, prononcée par une fille à peine plus haute qu'un piquet de clôture, à trois montagnards qui auraient pu la briser en deux, a changé tout ce que le ranch de Shadow Creek était devenu. Mais avant d'entrer dans cette cuisine, avant de sentir l'odeur du poulet frit flottant dans une maison qui avait oublié le goût de l'espoir, vous devez comprendre ce qui a amené Rosalie Sinclair aux confins des terres sauvages du Colorado à l'automne de 1873, et pourquoi elle a failli ne pas survivre à sa première nuit. La diligence grimpait depuis près de 2 heures. Les chevaux peinaient. Le cocher maudissait à voix basse à chaque virage en lacette. Rosalie Sinclair n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la dernière ville. Un endroit si petit qu'il avait à peine un nom. Juste un comptoir commercial, un saloon et une écurie où l'on avait changé les chevaux. Elle était restée parfaitement immobile tout ce temps, les mains jointes sur la malle en cuir posée sur ses genoux. Ses yeux bleu-bleuets étaient fixés sur la fenêtre. Elle regardait le monde qu'elle connaissait se réduire à néant derrière elle. La diligence a cahoté sur une ornière si profonde qu'elle a failli projeter Rose de son siège. Elle s'est rattrapée au cadre en bois. Sa petite malle en cuir a glissé sur ses genoux et elle a pressé son visage plus près de la fenêtre. Dehors, la route se rétrécissait en un ruban de terre battue. Elle grimpait à travers une forêt de pins si dense que la lumière de l'après-midi touchait à peine le sol. L'air avait une odeur différente ici, plus froid, plus vif, comme si les montagnes elles-mêmes respiraient. Rose voyageait depuis 6 jours. 6 jours de poussière, de mauvaises routes et de nourriture encore pire. Elle se déplaçait constamment vers l'ouest, puis vers le nord depuis Denver, en direction de la chaîne de San Juan. Elle voyait la civilisation s'amenuiser à chaque kilomètre. Elle avait 21 ans. Elle pesait à peine 50 kilos. Tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans la malle sur ses genoux. Quelques robes, un livre de cuisine manuscrit qui avait appartenu à sa mère, une broche en camée, la dernière chose qu'Eleanor Sinclair avait touchée, et une lettre. La lettre était une annonce découpée en un rectangle soigné dans le Rocky Mountain News. Ranch de Shadow Creek, montagne de San Juan, Colorado. Recherche femme honnête et en bonne santé, avec des talents de cuisinière, désireuse de fonder une famille à la frontière. Propriétaire de ranch fiable avec terres et bétail, contactez S. Hawthorne. Rose avait lu ces mots au moins 200 fois depuis qu'elle les avait découpés du journal. Chaque fois, la même question refaisait surface. Quel genre de femme voyage 6 jours dans la nature sauvage pour épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré? Le genre désespéré, le genre sans famille, sans argent, sans foyer, et personne au monde qui remarquerait sa disparition. La mère de Rose était morte de la tuberculose quand Rose avait 14 ans. Sa petite sœur, Emma, âgée d'à peine 3 ans, était morte de la fièvre 2 ans plus tard. Elle s'était consumée dans les bras de Rose, tandis que le médecin secouait la tête en disant qu'il n'y avait plus rien à faire. Son père, Henry Sinclair, un brillant comptable qui avait appris à Rose à lire les registres avant même qu'elle ne sache lire les livres, s'est noyé dans l'alcool avant que Rose n'ait 18 ans. Il n'a laissé derrière lui que des dettes et une fille qui comprenait avec une terrible clarté que l'amour n'était qu'un autre mot pour quelque chose que l'on allait perdre. Pendant les 3 années qui ont suivi, Rose a dérivé, de cuisine en cuisine, dans des camps de bûcherons en Oregon, des mines d'or au Nevada, des ranchs de bétail à travers les plaines du Texas. Elle cuisinait parce que c'était la seule chose pour laquelle elle était douée, le seul langage qu'elle parlait couramment, la seule compétence qui lui permettait de se nourrir et de s'abriter où qu'elle aille. Mais elle ne restait jamais, pas une seule fois. Parce que rester signifiait construire quelque chose, et construire quelque chose signifiait s'y attacher. Et s'attacher à quoi que ce soit, c'était simplement se préparer à le voir mourir. Jusqu'à cette annonce. Quelque chose dans ces mots simples l'avait attiré comme un hameçon en eau profonde. Pas la romance. Rose ne croyait pas à la romance. Ce qui l'attirait, c'était le mot fondeur. Fonder une famille à la frontière. Un endroit qui avait besoin d'elle. Et Rose Sinclair, qui était terrifiée à l'idée d'avoir besoin de quoi que ce soit, ne pouvait jamais résister à un endroit qui avait besoin d'elle. Le cocher arrêta ses chevaux au sommet d'une pente raide et montra la vallée en contrebas. Le ranch de Shadow Creek à un demi-mile plus bas. Je ne vais pas plus loin. Rose se pencha et regarda.
La vallée s'étendait sous le soleil de fin d'après-midi, comme une peinture aux teintes de rouille dorée. Une grande cabane en rondin de 2 étages se dressait dans son centre, flanquée d'une grande grange, d'enclos à bétail, d'un fumoir et d'une poignée de bâtiments plus petits. Des sommets enneigés s'élevaient sur 3 côtés, enserrant la vallée comme des mains en coupe. Cela aurait dû être magnifique. Et ça l'était, de la même manière que les églises abandonnées sont magnifiques. Les vestiges de quelque chose qui avait été aimé et qui maintenant tombait lentement en ruine. Les clôtures penchaient de travers. Le toit de la grange s'affaissait au milieu. La peinture s'écaillait sur des volets suspendus de travers à leurs gonds. L'endroit tout entier semblait retenir son souffle en attendant de mourir. Les frères Hawthorne, dit le cocher, alors que Rose descendait, sa malle heurtant sa hanche. Ils sont 3, grands comme des ours et 2 fois plus silencieux. L'aîné, Silas, a perdu sa femme il y a quelques années. Depuis, cet endroit ressemble plus à un cimetière qu'à un ranch. Il toisa Rose de la tête aux pieds, cette petite brindille de fille dans sa robe bleu marine poussiéreuse, avec sa petite malle et sa broche encamée, et secoua la tête. « Bonne chance, mademoiselle, vous en aurez besoin. » La diligence fit demi-tour. La poussière rouge s'éleva, puis retomba. Et Rose se retrouva seule sur une route de terre au sommet du monde, regardant en bas l'endroit où sa nouvelle vie, où son nouveau désastre l'attendait. Elle prit une profonde inspiration, serra la poignée de sa malle et commença à descendre la colline. Elle atteignit la cour avant de la maison du ranch juste au moment où le soleil touchait les sommets de l'ouest, inondant tout d'une lumière ambrée. Elle s'arrêta au portail et leva les yeux vers le porche. Ils étaient tous les 3 là, debout, comme des statues taillées dans la même montagne de granit derrière eux. Silas Hawthorne se tenait au centre, le plus grand des 3, mesurant 1,98 m, avec des épaules aussi larges qu'une porte de grange. Ses bras étaient croisés sur une poitrine qui semblait construite pour arrêter les balles. Son chapeau était bas sur un visage qui aurait pu être beau s'il n'avait pas été si dur. Que des plans nets et des ombres, une mâchoire qui semblait couler dans ce ciment. Ses yeux avaient la couleur d'un whisky vieilli et ils dégageaient la même chaleur qu'un ciel de janvier. Il regarda Rose comme un homme regarde une facture qu'il ne peut pas payer. À sa gauche se tenait Gideon, 1,95 m, torse nu malgré le froid de l'automne. Chaque muscle de son corps était visible et tendu comme la corde d'un arc sur le point de se rompre. La sueur brillait sur sa poitrine et ses bras dans la lumière déclinante. Une longue cicatrice traversait sa joue gauche en diagonale, de son oreille au coin de sa mâchoire, donnant à son visage l'aspect de quelque chose qui avait été brisé et mal réparé. Ses yeux, du même ambre que ceux de ses frères, mais plus brûlants, plus en colère, fixaient Rose avec une hostilité non dissimulée. Un bandana rouge était noué à son cou. Une hache était plantée dans une souche à côté de lui, sa lame captant les derniers rayons du soleil. À droite se tenait Caleb, le plus jeune, mesurant 1,93 m. Ses cheveux blonds foncés tombaient sur son front d'une manière qui le faisait paraître à peine assez âgé pour se raser. Son chapeau était repoussé sur sa tête, et il était le seul des 3 dont le visage montrait autre chose que de la pierre. Il regarda Rose avec un petit sourire coupable, presque d'excuse, une fossette apparaissant sur sa joue droite. Mais même ce sourire tremblait sous le poids des regards de ses frères. Rose se tenait au portail, haute d'1,60 m, tenant une malle qui paraissait absurde face à l'échelle de tout ce qui l'entourait. Les champs infinis, les montagnes énormes, les 3 hommes énormes. Elle déglutit difficilement, resserra sa prise sur la poignée de la malle et franchit le portail. « Je suis Rosalie Sinclair, dit-elle, sa voix claire, malgré le fait que son cœur essayait de s'échapper de sa poitrine. Je suis ici pour l'annonce. » Silence. Le vent soufflait dans la vallée, transportant l'odeur des pins et du bétail. Un cheval hennait quelque part dans la grange. Silas descendit du porche. Chaque pas faisait gémir les planches sous son poids. Il s'arrêta à environ 1,80 m de Rose et la regarda de haut. La différence de taille était si extrême qu'elle dut pencher la tête presque complètement en arrière pour croiser son regard. Quelle annonce! Rose sortit la lettre de sa poche et la lui tendit. Silas la prit. Il la lut, et son visage, déjà dur, devint de fer. Il regarda Caleb. Caleb. Un seul mot, mais la façon dont il le dit, douce, plate et terrifiante, fit reculer Rose d'un demi-pas. Caleb déglutit. « Silas, je peux expliquer.
Tu as passé une annonce matrimoniale en mon nom. Ce n'était pas une question. Le ranch a besoin, ce dont ce ranch a besoin est mon problème. Silas déchira la lettre en deux, puis en quatre, et laissa les morceaux tomber dans la poussière rouge. Rose les regarda descendre et sentit son estomac se nouer. « Mademoiselle Sinclair, je m'excuse pour le dérangement. Mon frère n'avait aucune autorité pour... Silas. » La voix de Gideon coupa depuis le porche, tranchante comme une lame de hache. « Renvoie-la. La diligence repasse mardi. Elle peut attendre en ville. »« La ville est à 20 miles d'ici, » protesta Caleb. « Il commence à faire nuit. Tu ne peux pas la mettre sur la route la nuit. Ce n'est pas notre problème. » Gideon descendit du porche, chaque botte frappant les marches comme un coup de marteau. Il s'arrêta à côté de Silas et regarda Rose avec des yeux qui auraient pu mettre le feu à du bois mouillé. « Écoute-moi bien, ma fille. Peu importe ce que mon frère a écrit dans cette annonce, voici la vérité. Nous n'avons pas besoin d'une épouse, pas besoin d'une femme, pas besoin de changement. Ce ranch a survécu 20 ans sans toi et il en survivra 20 de plus. » Rose regarda Gideon, la cicatrice sur sa joue, les muscles tendus comme des câbles d'acier, la fureur qui brûlait dans ses yeux. Et elle vit quelque chose qu'aucun de ses frères ne pouvait voir. La peur. Gideon n'était pas en colère contre Rose. Il avait peur d'elle, peur de ce qu'elle représentait, le changement, l'espoir, la possibilité d'être blessée à nouveau. Mais Rose ne dit rien de tout cela. Au lieu de ça, elle prit une inspiration et dit « Laissez-moi préparer un dîner. » Les trois frères clignèrent des yeux. « Quoi? » dit Silas. « Un dîner. Laissez-moi préparer un repas pour vous et vos hommes ce soir. Si personne n'en mange, je partirai avant le lever du soleil. » Pas de discussion. Rose posa sa malle par terre et se redressa. Seulement 1,60 m de fumam face à un total combiné de près de 6 mètres de montagnard. J'ai voyagé 6 jours pour arriver ici. Donnez-moi au moins la chance de prouver que je n'ai pas fait le voyage pour rien. Laissez-la entrer dans la cuisine. Une nouvelle voix vint de l'autre bout du porche. Rose se tourna et vit un vieil homme assis dans un rocking chair, fumant une pipe. Ses yeux étaient plissés sous le bord d'un chapeau cabossé. Le vieux Walt Briggs, ça fait 3 ans que personne n'a préparé un vrai repas dans cette cuisine. Donnez 3 heures à la fille. Voyons ce qu'elle peut faire. Silas regarda Walt. Walt le regarda en retour, sans ciller. La fumée de la pipe s'élevait dans l'air du soir. Le silence s'étira. 3 heures, dit finalement Silas. Le souper est à 6 heures. Si les gars recrachent, vous partez. Il lui tourna le dos et s'éloigna sans un mot de plus. Gideon soutint le regard de Rose une seconde de plus, un regard brûlant qui disait « Ce n'est pas fini ». Et il suivit son frère. Caleb se précipita en bas des marches, le visage rouge de honte. « Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça... » « Où est la cuisine ?» Le coupa Rose, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Par la porte de derrière, sur la gauche. Je vous y emmène. » La cuisine du ranch de Shadow Creek ressemblait à un endroit où la nourriture était venue pour mourir. Rose se tenait sur le seuil et inspira une odeur de graisse rance, de café brûlé, de bois pourri et quelque chose d'autre qu'elle reconnut mais ne voulait pas nommer. L'odeur d'homme qui avait renoncé à attendre quoi que ce soit de bon. La farine formait une croûte sur toutes les surfaces, comme de la vieille peinture. Le poêle en fonte semblait ne pas avoir été correctement nettoyé depuis avant la guerre de sécession. Des casseroles pendaient à des crochets, la rouille rongeant les poignets. Une couche de graisse fossilisée recouvrait tout comme un linceul huileux. Le sol collait à ses chaussures à chaque pas. Les fenêtres étaient opaques de crasse et d'huile de cuisson évaporée. Rose posa sa malle sur la seule surface propre qu'elle put trouver et retroussa ses manches. Caleb flottait sur le seuil, tournant son chapeau entre ses mains. « C'est moche, hein? » demanda-t-il. « Le pire que j'ai jamais vu. Et j'ai cuisiné dans des camps de bûcherons en Oregon. La dernière fois que quelqu'un a vraiment cuisiné ici, c'était il y a 3 ans. » La voix de Caleb baissa. Sarah, la femme de Silas, elle faisait de cette cuisine la meilleure pièce de la maison. Du pain frais tous les dimanches matin, des fleurs sur la table, des rideaux blancs, des rires. Il regarda la pièce en ruine. Puis elle est morte, ici même, dans cette pièce. La fièvre l'a emportée en 3 jours. Personne n'a pu la sauver. Rose arrêta de frotter. Elle est morte ici même. Ils ont installé un lit de camp juste là où elle se tenait.
Silas n'a pas quitté cette pièce pendant 3 jours d'affilée. Après ça, il n'est plus jamais entré dans la cuisine, sauf s'il le devait. Personne n'osait cuisiner ici. On a engagé des gens. 4 ou 5 sont venus et ont essayé. Aucun n'a duré plus d'une semaine. En partie parce que Gideon les a chassés. En partie parce que, vous le sentez, il y a quelque chose ici. Pas un fantôme, juste de la tristesse. Une tristesse imprégnée dans les murs. Rose pouvait la sentir, mais elle sentait aussi autre chose. Sous la graisse rance et le bois pourri, cette cuisine avait autrefois été aimée. Le poêle en fonte était du bon type, celui qui avait été commandé spécialement pour quelqu'un qui savait cuisiner. Les étagères à épices étaient construites avec soin, chaque emplacement parfaitement dimensionné pour un seul bocal. Les cadres des fenêtres étaient larges pour laisser entrer la lumière. Quelqu'un avait conçu cette cuisine pour une femme qui aimait nourrir les gens. Sarah a conçu cette cuisine? Demanda doucement Rose. Caleb hocha la tête, les yeux rouges. Elle a dessiné les plans. Silas a construit chaque centimètre de ses propres mains. Rose détacha sa broche en camée et la plaça soigneusement dans sa malle. Le souvenir de sa mère ne serait pas taché de graisse. Elle remonta ses manches plus haut. Apportez-moi de l'eau chaude, beaucoup d'eau chaude, et trouvez l'ouvrier le plus ancien de ce ranch. Quelqu'un qui se souvient de ce qu'il y avait dans cette cuisine avant que tout ne s'effondre. Rose attaqua la cuisine comme un général attaque un champ de bataille. Elle commença par le poêle, grattant des années de graisse accumulées dans un seau avec une lame plate qu'elle trouva dans un tiroir. Ses mains brûlaient, elle ne s'arrêta pas. Eau chaude, chiffon, frotter, répéter. Le vieux Walt arriva, sentant le cheval et le tabac, plissant les yeux comme si elle était un mirage. Le gamin dit que vous voulez connaître les anciennes réserves. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a ici, ce qui a été oublié, ce qui est encore bon. Walt se gratta la barbe. La cave à légumes a des pommes de terre, des carottes, des oignons, s'ils n'ont pas pourri. Le fumoir a des os de bœuf. Les gars ne s'embêtent plus avec les os. Ils veulent juste les morceaux. Le bac à farine est plein, on l'a rempli la semaine dernière. Du babeur dans la glacière, mais il a peut-être tourné. Le babeur a intérêt à ne pas avoir tourné. J'en ai besoin. Walt l'étudia. Vous faites du poulet de frit? Si j'arrive à chauffer ce poêle et à trouver de l'huile qui ne soit pas rance. Quelque chose changea sur le visage buriné du vieil homme. Les rides autour de ses yeux s'adoucirent. Du poulet frit, murmura-t-il. Personne n'a fait de poulet frit depuis... Depuis quand? Depuis que Sarah était en vie. Elle en faisait tous les dimanches. Tout le ranch sentait le paradis. Rose croisa son regard. Alors, faisons en sorte que ça sente à nouveau le paradis. Walt resta immobile un long moment. Puis il se tourna et revint avec Jedediah Thornton, un homme calme de 30 ans aux mains soigneuses et aux yeux vigilants. Voici Jed, le meilleur ouvrier qu'on ait avec le feu. Il fera tourner votre poêle comme il faut. En 30 minutes, la cuisine morte grouillait de vie. Jed réussit à faire rugir le poêle. Caleb transporta de l'eau jusqu'à ce que sa chemise soit trempée. Walt grimpa au grenier et revint avec 2 bocaux de pêche séchés, poussiéreux mais intacts, mis en conserve par la première Madame Hawthorne, la mère des frères, des années auparavant. Un autre ouvrier remonta des légumes de la cave sans un mot. Rose travaillait comme une possédée. Elle testa le babeur, encore bon, et le mit de côté avec du poivre noir concassé et du sel pour la saumure du poulet. Elle tamisa la farine, trouva de la semoule de maïs et commença à mélanger la pâte pour le pain de maïs à la poêle. Elle envoya Caleb au fumoir chercher tous les os de bœuf qu'ils avaient. « On nourrit une armée? » demanda Caleb. « Non, on nourrit des hommes qui ont faim. Il y a une différence. » Pendant que les os rôtissaient pour libérer leurs moelle, Rose coupa des pommes de terre et des carottes avec un couteau qu'elle dut aiguiser elle-même. La lame chantait contre la pierre humide. Ses mains se souvenaient des rythmes d'une douzaine de cuisines différentes, d'une douzaine de vies différentes avant celle-ci. Elle ne raconta pas à ses cow-boys qu'elle avait cuisiné dans des camps de bûcherons et des villes minières, qu'elle avait nourri des cheminots et des ouvrières de ranch du Montana jusqu'aux villes frontalières du sud du Texas, que la nourriture était le seul langage qu'elle ait jamais parlé couramment. On n'avait pas besoin de raconter toute son histoire aux hommes. Il suffisait de les nourrir. Le poulet alla dans la saumure de babord. Elle enroba chaque morceau de farine assaisonnée, de poivre noir, de sel et d'une simple touche de piment de Cayenne.
La graisse dans la poêle en fonte siffla lorsque le premier morceau y entra, et l'odeur se répandit dans la cuisine comme une promesse tenue après des années de silence. Walt s'arrêta sur le seuil et respira simplement. Seigneur Tout-Puissant, murmura-t-il. Jed resta transi. Je ne sais même pas ce que c'est que cette odeur. C'est l'odeur de quelqu'un qui s'en soucie, dit Rose, retournant le poulet avec des pinces qu'elle avait trouvées sous un tasse de chiffon. Maintenant, sortez de ma cuisine avant de faire tomber de la sueur dans ma nourriture. Ils se dispersèrent. Elle travailla seule ensuite, comme elle préférait. Le pain de maïs alla dans la poêle en fonte, la pâte bouillonnant sur les bords au contact du métal chaud. Les os de bœuf mijotaient dans une marmite assez grande pour y baigner un enfant, libérant lentement tout ce qu'ils avaient de bon à offrir. Oignons, carottes, pommes de terre, sel, poivre. Une feuille de laurier qu'elle trouva dans un bocal oublié. Le cobbler aux pêches vint en dernier. Des fruits secs trempés dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils ramollissent, puis mélangés avec du sucre, de la cannelle, du beurre. Elle étala la pâte à biscuits pour la garniture, ses mains bougeant sans réfléchir, une mémoire musculaire transmise à travers ses doigts depuis les mains de sa mère. Le soleil s'était couché lorsque la porte de la cuisine s'ouvrit. Silas Hawthorne se tenait là. Derrière lui, 12 ouvriers de ranch s'étaient rassemblés comme un jury attendant de rendre un verdict. Il regarda l'espace transformé, les comptoirs propres, les étagères organisées, les marmites fumantes, et quelque chose changea dans ses yeux. « Vous aviez 3 heures, dit-il, et je les ai utilisées. » Rose avait dressé la longue table de la salle à manger du ranch avec des assiettes qu'elle avait trouvées et frottées, des fourchettes qu'elle avait polies, des tasses qu'elle avait nettoyées jusqu'à ce qu'elles brillent. Pas de décoration sophistiquée, pas de fleurs, juste de la vaisselle propre et de la nourriture qui avait le goût de la maison. Les cow-boys entrèrent, méfiants et silencieux. Ils s'assirent comme des hommes s'attendant à du poison. Rose apporta d'abord le poulet, doré, croustillant, crépitant encore de la poêle, puis le pain de maïs dégoulinant de miel qu'elle avait trouvé dans le garde-manger. Le ragoût de bœuf dans un plat de service assez grand pour nourrir un bataillon. Le cobbler aux pêches attendait sur le buffet comme une bénédiction. Personne ne parla. Personne ne bougea. Silas était assis en bout de table, son visage illisible. Il regarda le poulet frit comme s'il pouvait le mordre en retour. Il regarda Rose comme si elle avait accompli une sorte de sorcellerie. « Il ne va pas se manger tout seul, dit-elle. » Le vieux Walt fut le premier à se servir du poulet, sa main tremblante. Il prit un morceau, mordit dedans, ferma les yeux et murmura « Doux Jésus !» Cela brisa la digue. 12 hommes se jetèrent sur la nourriture comme s'ils n'avaient jamais vu de repas auparavant. Le poulet disparut, le pain de maïs s'envola un gros morceau. Le ragoût se vida si vite que Rose eut à peine le temps de remplir le plat depuis la marmite dans la cuisine. Silas n'avait toujours pas touché son assiette. Rose s'approcha et se tint à côté de lui. « Vous avez dit que si les hommes le rejetaient, je partirais. » Il prit sa fourchette, coupa dans le poulet. La peau croustillante se brisa. La chair à l'intérieur était blanche et tendre, fumante. Il prit d'une bouchée. La pièce redevint silencieuse, chaque homme observant. Silas mâcha lentement, avala, posa sa fourchette, puis il la reprit et prit une autre bouchée. « Mangez, dit-il à ses hommes, sa voix rauque comme du gravier. Et pour la première fois en 3 ans, le ranch de Shadow Creek entendit quelque chose dont il avait oublié l'existence. Des rires. Caleb raconta une blague sur une mule. Walt se disputa avec Jed sur la meilleure façon de réparer une clôture. Emmett Corwin, un travailleur du cuir aux mains rudes et au tempérament calme, demanda à se resservir, puis une 3e fois. Le cobbler arriva, et des hommes adultes se battirent pour la dernière cuillerée comme des enfants à Noël. Rose se tenait sur le seuil de la cuisine et regardait. C'était pour ça qu'elle cuisinait. Pas pour la nourriture elle-même, mais pour ça. Le moment où les gens se souvenaient qu'ils étaient plus que de simples bouches à nourrir. Quand une table devenait un lieu de rassemblement au lieu d'une auge. Quand une maison commençait à ressembler de nouveau à un foyer. Elle regarda Walt raconter une histoire avec ses 2 mains, gesticulant sauvagement tandis que Jed secouait la tête en désaccord. Elle regarda Caleb se pencher en arrière sur sa chaise, le ventre plein, le visage ouvert, jeune et heureux pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré.
Elle regarda Emmett couper soigneusement un morceau de pain de maïs et l'envelopper dans son mouchoir pour le garder pour plus tard. L'habitude d'un homme qui avait connu la vraie faim et ne faisait jamais entièrement confiance au prochain repas. Elle regarda les jeunes ouvriers, des garçons à peine sortis de l'adolescence, manger avec le genre de concentration que les hommes réservent aux choses qu'ils craignent de voir disparaître. Et elle regarda Silas. Il avait vidé son assiette sans commentaire, sans éloge, sans un seul mot à son égard. Mais à 2 reprises, elle l'avait surpris en train de regarder le seuil de la cuisine où elle se tenait. Et quelque chose dans son expression, pas de la gratitude exactement, pas de l'affection, quelque chose de plus ancien et de plus triste que ces 2 sentiments, avait vacillé comme une bougie dans une pièce pleine de courants d'air avant qu'il ne détourne le regard. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Rose Sinclair sentit le faible et terrifiant frémissement de l'appartenance. Elle le refoula immédiatement. L'appartenance était dangereuse. L'appartenance signifiait qu'on avait quelque chose à perdre. Le triomphe de ce premier dîner valut à Rose un sursis, 1 semaine. Si les choses s'arrangeaient, il parlerait. Sinon, elle partirait avant l'aube. Silas accepta, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que Walt le regarda avec une expression qui disait « Si tu la renvoies, je démissionne ». Le 2e jour commença bien. Le petit déjeuner était composé de biscuits faits maison. Bacon, œufs brouillés avec du fromage et un café assez fort pour réveiller les morts. Les cow-boys mangèrent comme des loups, plus bruyamment que la veille, plus à l'aise les uns avec les autres. Jed fit un signe de tête à Rose de l'autre côté de la table. « Très bon, madame. Gardez les compliments jusqu'à ce que vous ayez tout goûté. » « Pas besoin de goûter. Je le vois à la façon dont les yeux du vieux Walt sont devenus humides. »« Pas du tout, » protesta Walt, la bouche pleine de biscuits. « Si, je t'ai vu t'essuyer le visage. » C'était de la graisse. Mais le 3e soir, tout s'effondra. Rose était à court de provisions. La cuisine ne contenait pas assez de nourriture pour nourrir 15 personnes jour après jour. Et Silas lui dit que le prochain ravitaillement en ville n'était pas avant samedi, dans 4 jours. Le dîner fut une soupe de bouillon d'os pour la 2e fois, avec des légumes différents, mais la même marmite. Gideon parla pour la première fois depuis l'arrivée de Rose. La même soupe qu'hier soir. Rose croisa son regard. Les mêmes os, des légumes différents. Un problème? Il me semble juste qu'une cuisinière qui a la langue bien pendue devrait offrir plus de variété. Une cuisinière avec des provisions offre de la variété. Une cuisinière qui travaille avec des restes fait avec ce qu'elle a. Ou peut-être que tu n'es pas aussi bonne que tu le penses. Gideon repoussa son bol. La table devint silencieuse. Gideon, dit Walt, ça suffit. Ah oui? Gideon se leva de sa chaise, les pieds raclant le sol comme un avertissement. On s'est tous emballés pour du poulet frit et du cobbler. Maintenant, on mange de la soupe d'os comme des mendiants. J'ai mangé de meilleurs repas lors de transhumance. Il se tourna vers Silas. Je dis ce que tout le monde pense, mon frère. Tu as fait venir une épouse par correspondance pour régler des problèmes qui ne peuvent pas être réglés avec de la nourriture. Ce ranch est en train de mourir. Il l'est depuis la mort de Sarah. Faire venir une file de catalogue ne changera rien à ça. File de catalogue, répéta Rose doucement, si doucement que chaque homme à table se pencha pour entendre. Tu viens de m'appeler une file de catalogue. Je t'ai appelé ce que tu es. Tu as été commandé par la poste, comme on achète des articles dans le catalogue Sears. Gideon s'approcha, la cicatrice sur sa joue devenue blanche sous la lumière de la lampe à huile. Tu n'as rien à faire ici. Tu ne nous connais pas. Tu ne connais pas ce ranch. Tu ne sais pas ce que nous avons perdu. Silas se leva. Gideon, assieds-toi. Je ne m'assois pas. Gideon regarda autour de la table. Qui veut dire la vérité? Le ranch est en train de mourir. La banque nous tourne autour. On ne peut pas se permettre de nourrir le bétail, encore moins une bouche de plus. Et toi, il pointa directement Silas, tu te caches dans ton chagrin pendant que tout s'effondre autour de toi. Le silence était terrible. Silas et Gideon se faisaient une 2 hommes énormes, même sang, même douleur, la gérant de 2 manières complètement différentes. Silas avec le silence, Gideon avec le feu. « Sors !» dit Silas, sa voix si basse qu'elle était à peine une vibration. « Calme-toi, puis reviens et excuse-toi. » Je ne m'excuse pas d'avoir dit la vérité.
Gideon claqua la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres en sortant. Rose sentit son visage brûler. « Je partirai demain matin. »« Vous ne ferez rien de tel, » dit Silas sans la regarder. Il regarda autour de la table. « Quelqu'un d'autre veut partir? » Les portes sont ouvertes. Mais Rose reste la semaine convenue. Après ça, ce sera son choix. Un par un, les hommes se remirent à manger, mais le mal était fait. Rose se retira dans la cuisine et s'agrippa au bord du comptoir, luttant contre des larmes qu'elle refusait de laisser couler. C'était pour ça qu'elle ne restait jamais. C'était pour ça qu'elle continuait de bouger. Parce que finalement, il se retournait toujours contre vous. Vous blâmez toujours pour des problèmes qui existaient bien avant votre arrivée. Elle avait entendu ces mêmes mots dans différentes bouches, dans des camps de bûcherons et des villes minières, de la part de patrons, de contremaîtres et de cuisiniers de piste qui avaient promis qu'elle était indispensable, juste jusqu'au moment où ils décidaient qu'elle était superflue. Le pire, c'est que Gideon n'avait pas entièrement tort. Le ranch était en train de mourir. Elle le voyait dans les clôtures affaissées, dans des stalles vides, dans la façon dont les hommes passaient leur journée, avec la patience épuisée de gens attendant un verdict dont ils savent déjà qu'il sera contre eux. Aucune quantité de poulet frit ne pouvait réparer un grand livre de comptes qui ne s'équilibrait pas. Aucune quantité de pain de maïs ne pouvait reconstituer un troupeau perdu à cause de l'hiver. Gideon avait dit la vérité à voix haute et la vérité avait des dents. Et maintenant, tout le monde à cette table allait se coucher avec des marques de morsure. Rose pressa son front contre le bois frais du comptoir et inspira, expira, inspira, expira. La cuisine sentait l'eau de vaisselle, la graisse et le fantôme évanescent du cobbler aux pêches. Quelque part dehors, elle pouvait entendre les bottes de Gideon sur le gravier, faisant les 100 pas, le mouvement agité d'un homme en guerre avec lui-même. Cette nuit-là, Jed Thornton la trouva dans la cuisine. « Il a peur, » dit doucement Jed, debout sur le seuil. « Gideon, il a peur que le ranch meure, peur de perdre le seul foyer qu'il ait connu depuis 15 ans, peur que si nous ne pouvons pas nous permettre de la nourriture, nous ne puissions pas nous le permettre. Lui. Ça ne lui donne pas le droit. Non, mais la peur rend les hommes cruels. Vous le savez. Rose le savait. Elle l'avait vu dans les camps de bûcherons, les villes minières et les cuisines d'ici au Montana. La peur et la faim rendaient les gens vicieux. « Je n'ai pas assez de nourriture pour tenir jusqu'à samedi, » dit-elle doucement. Jed sourit, et c'était la première fois que Rose le voyait sourire. Vous n'êtes pas la seule à savoir comment faire durer un repas. Ma grand-mère, au Kansas, nourrissait 12 personnes avec 3 pommes de terre et une prière. Laissez-moi vous montrer. Pendant 3 heures, Jed enseigna à Rose les techniques que sa grand-mère avait utilisées pendant les années les plus dures. Récupérer chaque goutte de graisse, faire tremper les haricots secs toute la nuit pour doubler leur volume, couper la farine avec de la semoule de maïs pour la faire durer plus longtemps, transformer les restes de légumes en bouillon. Ils travaillèrent dans un silence confortable, et quelque chose changea en Rose. Peut-être qu'elle n'était pas seule dans cette affaire, après tout. Le petit déjeuner du jeudi fut de la bouillie de semoule de maïs avec le reste du miel. Le déjeuner fut une soupe de haricots assez épaisse pour y faire tenir une cuillère. Le dîner fut un hachis de pommes de terre avec des lardons si petits qu'ils étaient plus un souvenir qu'une viande. Rose servit chaque repas en s'attendant à une révolte. Les hommes mangèrent. Aucune plainte, pas une seule. Elle comprit ce qui se passait, et cela l'humilia d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Ces hommes ne mangeaient pas parce que la nourriture était bonne. Ils mangeaient parce que quelqu'un l'avait cuisiné pour eux. Parce que quelqu'un s'était tenu devant un poêle chaud à 4 heures du matin en pensant à ce dont ils pourraient avoir besoin pour traverser une journée de travail physique brutale. Parce que quelqu'un s'était suffisamment soucié d'eux pour essayer. C'était l'ingrédient qui manquait au ranch de Shadow Creek depuis 3 ans. Pas la compétence, pas les provisions. Le soin. Un soin simple, têtu, déraisonnable pour des gens qui avaient oublié qu'ils le méritaient. Le vendredi matin, lorsqu'elle servit de la bouillie frite avec du sirop de sorgho que Caleb avait trouvé au fond du garde-manger, Walt raconta une histoire sur sa mère qui faisait la même chose pendant la guerre de sécession. « On en a mangé tous les jours pendant 2 mois, dit-il. Je pensais ne plus jamais y toucher. Mais ça, il prit une autre bouchée. Ça a le goût de sa présence ici, dans la pièce. » Gideon n'apparut pas au repas. Rose ne demanda pas où il était.
Le vendredi soir, après que tout le monde soit allé se coucher, Silas la trouva dans la cuisine. C'était la première fois qu'il restait dans cette pièce plus de 30 secondes depuis que sa femme y était morte 3 ans plus tôt. Il s'appuya contre le comptoir et Rose comprit le poids de ce petit geste. Ravitaillement demain matin, dit-il. J'ai besoin d'une liste. Rose lui tendit 3 pages d'articles soigneusement écrits, avec les quantités et les coûts estimés. 16 fixa les pages. Détaillé. C'est de mon travail. La plupart des cuisiniers se contentent de crier ce dont ils ont besoin. Je ne suis pas la plupart des cuisiniers. Il plia les pages et les glissa dans sa poche. Puis il resta silencieux un long moment, regardant autour de la cuisine, la voyant non pas comme elle était maintenant, mais comme elle avait été. Et Rose sut que dans son esprit, il se tenait au même endroit, regardant sa femme mourir. Ma femme disait que la cuisine était le dernier travail honnête qui restait au monde, dit-il finalement. On ne pouvait pas tricher, on ne pouvait pas faire semblant. La nourriture vous nourrissait ou non. Elle avait l'air sage. Assez sage pour m'épouser quand je n'avais rien d'autre que cette terre et un rêve. Il croisa le regard de Rose et elle le vit là, sous le granit, le chagrin qui s'était calcifié autour de son cœur comme du tissu cicatriciel autour d'une blessure. Elle est morte dans cette pièce. La fièvre l'a emportée en 3 jours. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai rien pu faire d'autre que la regarder s'éteindre. Il fit une pause. Jusqu'à ce que vous arriviez. Maintenant, j'entre ici et je sens la nourriture. J'entends les gens manger. J'ai l'impression que cet endroit n'est peut-être pas juste une tombe dont je m'occupe. Rose ne sut que répondre à cela. Silas se détacha du comptoir. Reposez-vous. Demain, on repart à zéro. Il partit et Rose resta seule dans la cuisine qui avait appartenu à une femme morte, sentant le poids d'attente qu'elle n'avait jamais demandé. Le samedi matin, Silas attela le chariot et se rendit en ville avec la liste de provisions de Rose. Et à ses côtés, surprenant tout le monde, se trouvait Gideon. Pendant que les frères étaient partis, Caleb s'assit à côté de Rose sur les marches du porche et lui dit la vérité. Les prix du bétail étaient en baisse. Les coûts de l'alimentation les écrasaient. L'hiver dernier, ils avaient perdu la moitié du troupeau à cause du froid. La banque tournait autour, et Silas était trop fier pour demander de l'aide, trop têtu pour vendre, trop loyal pour laisser partir qui que ce soit, même quand il ne pouvait pas se permettre de les garder. « Alors pourquoi as-tu passé l'annonce » demanda Rose. Caleb la regarda avec les yeux ambrés les plus chaleureux des 3 frères, des yeux qui croyaient encore que de bonnes choses étaient possibles. Parce que je voyais Silas mourir un peu plus chaque jour. Parce que ce ranch avait besoin de quelque chose que 3 hommes ne pouvaient pas créer seuls. Parce que je me souvenais de l'odeur du pain que maman cuisait le dimanche matin, du son des rires autour de la table, et de ce que c'était que d'être une famille au lieu d'un camp de travail. Il déglutit difficilement. Je sais que j'ai eu tort de te tromper, mais en regardant ces derniers jours, en voyant les gars rire pour la première fois en 3 ans, je ne peux pas dire que je le regrette. Rose toucha doucement la main de Caleb, comme une sœur aînée toucherait celle de son jeune frère. Tu n'as pas eu tort, Caleb. Tu as juste été imprudent. C'est la spécialité des plus jeunes. Il sourit, et pendant un instant, il ressembla au garçon qu'il était encore en partie, 23 ans, et portant le poids d'une famille qui se brisait autour de lui. Rose, je peux te demander quelque chose? Oui. Pourquoi es-tu venu, vraiment? Pas pour l'annonce, pas pour les raisons pratiques. Pourquoi une femme comme toi a-t-elle voyagé 6 jours au milieu de nulle part pour épouser un étranger? Rose resta silencieuse un moment, regardant les chevaux dans l'enclos lointain, chassant les mouches avec leur queue. Parce que j'étais fatiguée, dit-elle enfin. Fatiguée de fuir. Fatiguée d'être la personne qui part avant d'être abandonnée. Fatiguée de cuisiner pour des étrangers et de disparaître avant le lever du soleil. Elle regarda Caleb. Et parce que l'annonce disait le mot « fonder ». Fonder une famille. Je n'ai rien construit depuis très longtemps. Je voulais essayer, même si c'est effrayant, surtout parce que c'est effrayant. Cet après-midi-là, lorsque le chariot revint chargé de provisions, Gideon sauta à terre et se dirigea directement vers la cuisine où Rose préparait le dîner. Il se tint sur le seuil, 1,95 m de muscles et de tissu cicatriciel. Et pour la première fois depuis son arrivée, il n'y avait aucune hostilité dans ses yeux. À la place, il y avait quelque chose que Rose n'attendait pas. La honte, maman. Je te dois des excuses, dit-il,
sa voix rauque comme la roche sur la roche. Tu n'as pas à le faire. Si je le dois. Gideon entra, ses mains énormes se crispant et se détendant comme s'il essayait de contrôler chaque muscle de son corps. Je t'ai traité comme une chose. Je t'ai appelé une marchandise de catalogue. J'ai dit que tu n'avais rien à faire ici. Il s'arrêta. Sa mâchoire se contracta. J'avais tort sur toute la ligne. Pourquoi me détestais-tu? Demanda Rose directement. Vraiment, pas à cause de la soupe, pas parce que le ranch a des difficultés. La vraie raison. Gédéon resta silencieux si longtemps que Rose pensa qu'il allait partir. Puis il parla, à peine plus fort qu'un murmure. Parce que tu me rappelais, elle. Sarah. Margaret. Le nom quitta sa bouche comme du verre brisé. Ma fiancée s'est enfuie avec un négociant en argent 3 semaines avant le mariage, la même année que la mort de Sarah. Il baissa les yeux sur ses mains balafrées. J'ai perdu ma belle-sœur à cause de la maladie. J'ai perdu ma fiancée à cause de la trahison, la même année. Et j'ai décidé que les femmes soit mouraient, soit vous trahissaient, et les deux chemins menaient à la souffrance. Alors j'ai arrêté de laisser quiconque s'approcher. Et puis je suis arrivé. Et puis tu es arrivé, cuisinant comme Sarah le faisait, ramenant cet endroit à la vie, faisant rire les hommes, faisant entrer Silas dans cette cuisine pour la première fois en 3 ans. Gideon croisa son regard, et Rose le vit clairement, sous l'armure et les cicatrices. Un cœur brisé, terrifié d'être brisé à nouveau. Tu me fais peur parce que tu me montres ce qui m'a manqué, et je déteste ce sentiment. Rose posa sa cuillère en bois. Je comprends, Gideon, plus que tu ne le penses. Elle ne lui parla pas d'Emma. Pas encore. Mais elle comprenait comment le chagrin devient colère. Comment la colère devient un mur. Comment un mur devient une prison que l'on construit autour de soi. Excuse acceptée. Maintenant, assieds-toi, mange et arrête d'essayer de me faire fuir. Quelque chose se brisa sur le visage de Gideon. Si Rose ne se trompait pas, c'était presque un sourire. Presque. Qu'est-ce qu'on mange? Du poulet frit. Cette fois, j'ai des provisions pour. Bien, parce que cette soupe, elle était vraiment terrible. Elle t'a maintenu en vie, hein, non? Ça ne veut pas dire qu'elle était bonne. Et juste comme ça, comme la neige fondant après un long hiver, Gideon Hawthorne commença à dégeler. Pas complètement, pas rapidement, mais assez pour que Rose entrevoie l'homme sous les cicatrices. Ce soir-là, au dîner, Silas se leva et s'adressa à la table. Rose est ici depuis une semaine. La semaine se termine ce soir. Il la regarda. Si vous voulez partir, la diligence passe mardi. Rose regarda autour de la table les visages qui lui étaient devenus familiers 7 jours. Walt et sa pipe éternelle. Jed et son silence significatif. Caleb et sa faussette pleine d'espoir. Emmett et ses mains rudes de travailleur du cuir. Gideon, toujours renfrogné, mais assis à table, mangeant la nourriture qu'elle avait préparée. Et cela seul était une révolution. Et Silas, ses yeux de whisky d'hiver, le chagrin, la force et profondément sous le granit, quelque chose de fragile et de tremblant que Rose reconnut comme de l'espoir. « Je reste, » dit Rose. « Pas pour une autre semaine, pas à cause d'une annonce matrimoniale, parce que je veux être ici, parce que cet endroit a besoin de moi. » Elle fit une pause et sa voix baissa. « Et peut-être que j'ai besoin de cet endroit. Moi aussi. » Caleb poussa un cri de joie. Emmett frappa la table. Walt hocha la tête comme s'il l'avait toujours su. Jed, pour la 2e fois, sourit. Gideon ne dit rien, mais il hocha la tête une fois, fermement et définitivement, et ce simple hochement de tête valait plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Silas croisa le regard de Rose de l'autre côté de la table. « Bienvenue à Shadow Creek, Rose. » Les mots restèrent en suspens entre eux, simples et énormes, porteurs d'un poids qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement. Bienvenue, un si petit mot pour une si grande chose. Elle n'avait été la bienvenue nulle part depuis 3 ans. Elle avait été tolérée, employée, supportée, mais pas accueillie. Pas comme ça, avec une table pleine, la lumière des lampes à Will et l'approbation silencieuse d'hommes qui avaient toutes les raisons de se méfier d'elle et qui avaient choisi de ne pas le faire. Rose sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait gardé verrouillé et barricadé depuis la nuit où sa sœur était morte dans ses bras. Ça faisait mal. Ça faisait mal comme les doigts gelés font mal quand ils commencent à se réchauffer.
La douleur de revenir à la vie après avoir été engourdie si longtemps qu'on a oublié ce que c'était que de sentir. Elle ne le laissa pas paraître. Elle sourit, hocha la tête, dit merci et commença à débarrasser les assiettes. Et aucun d'eux ne savait que ce moment, cet accueil, cette décision de rester, était le début de quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était prêt. Quelque chose qui mettrait chacun d'eux à l'épreuve d'une manière que la nourriture ne pouvait pas guérir. Quelque chose qui s'agitait déjà dans l'obscurité au-delà des murs de la maison du ranch, attendant le bon moment pour frapper. Mais pour l'instant, à ce moment précis, avec l'odeur du poulet frit qui flottait encore dans l'air et le son des hommes satisfaits qui traversaient les murs, Rose Sinclair s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé un endroit qui ne la rejetterait pas, même si le vrai test était encore à venir, même si le ranch était à 3 mois de la faillite et qu'elle ne le savait pas encore, même si une femme nommée Victoria Ashford observait depuis le domaine voisin 3000 acres d'ambition et de calcul froid, élaborant des plans qui menaceraient tout ce qui restait de Shadow Creek. Même si l'hiver le plus cruel depuis 20 ans se rassemblait dans les montagnes au-dessus, les nuages s'accumulant contre les sommets comme une armée se massant à la frontière, se préparant à descendre. Rose ne savait rien de tout cela encore. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois en 3 ans, elle n'avait pas envie de fuir. Et cela la terrifiait plus que tout ce que Gideon Hawthorne pourrait jamais dire. Les 2 premières semaines passèrent à un rythme que Rose n'avait jamais connu auparavant. Pas le rythme de la dérive, de faire ses bagages avant l'aube et de passer à la cuisine suivante et aux étrangers suivants, mais le rythme de l'appartenance. Elle se réveillait chaque matin à 4 heures, avant que le soleil n'ait l'idée de se lever, et allumait le feu dans le poêle que Sarah Hawthorne avait conçu et que Silas Hawthorne avait construit de ses propres mains. Elle mesurait le café. Elle écoutait le ranch se réveiller autour d'elle, les bottes sur le sol du dortoir, les chevaux s'agitant dans la grange, le vent descendant des montagnes, transportant l'odeur de pain et de la neige à venir. Elle préparait le petit déjeuner. Biscuits, bacon, œufs, sauce, un café si fort qu'il pouvait décaper la peinture. Et elle regardait les hommes entrer. Walt était toujours le premier, lent comme du sirop de sorgho mais ponctuel comme une cloche d'église, s'installant dans sa chaise, sa pipe déjà allumée et ses yeux déjà vifs. Puis Jed, hochant la tête une fois, ne disant rien, mangeant tout. Puis les jeunes ouvriers, Caleb en tête avec sa faussette et son sourire facile, Emmett et les autres suivant derrière. Gideon arrivait en dernier, toujours en dernier, s'asseyant au bout de la table, mangeant sans commentaire, mais son bol était toujours vide quand il le ramenait. Silas allait et venait. Il ne s'attardait jamais au repas. Il mangeait rapidement, hochait de la tête une fois vers Rose, pas un merci exactement, plutôt une reconnaissance de son existence, et que son existence n'était pas malvenue. Et puis il disparaissait dans le travail qui consumait ses journées. Mais Rose remarqua quelque chose de petit. Chaque matin, il s'arrêtait sur le seuil de la cuisine 1 seconde de plus, puis 2, puis 3, inspirant, comme si l'odeur du café et du pain frais était quelque chose qu'il devait absorber avant de pouvoir affronter ce qui l'attendait dehors. Rose ne se contentait pas de cuisiner. Elle nettoya à nouveau la cuisine, plus en profondeur cette fois, frottant dans des coins qui n'avaient pas vu un chiffon depuis des années. Elle fit un inventaire en bonne et due forme du garde-manger et découvrit que Shadow Creek était à 3 semaines d'être complètement à court de farine, n'avait plus de sucre du tout et en était au dernier bocal de légumes en conserve de celui qui les avait mis en pot 2 étés plus tôt. Elle fit des listes, elle calcula, elle planifia. Elle commença aussi à faire en sorte que la maison du ranch ressemble à autre chose qu'un mausolée. Elle cousit des rideaux pour la fenêtre de la cuisine à partir de sacs de farine lavée. Elle mit des fleurs sauvages dans un bocal sur la table de la salle à manger. Elle réorganisa l'étagère à épices et frotta le sol de la cuisine jusqu'à ce qu'il reflète la lumière. Chaque changement était petit, une graine que personne ne remarquait individuellement. Mais après 2 semaines, la cuisine était revenue à la vie, et les hommes qui y mangeaient chaque jour étaient des personnes différentes de ce qu'elles avaient été à l'arrivée de Rose. Caleb fut le premier à le dire à voix haute. « On dirait comme quand maman était en vie, murmura-t-il un matin, en regardant les nouveaux rideaux. Rose ne sut que répondre à cela, alors elle mit un biscuit supplémentaire dans son assiette et continua de travailler.
Mais sous la chaleur, sous les rideaux, les fleurs et les sols propres, Rose sentait que quelque chose n'allait pas. Les chiffres ne collaient pas. La consommation de nourriture par rapport au budget, les coûts d'exploitation par rapport aux revenus. Elle était la fille d'un comptable, un ivrogne et un raté, mais un comptable tout de même. Et les chiffres étaient sa deuxième langue après la cuisine. Et les chiffres hurlaient que le ranch de Shadow Creek était en train de mourir. Elle trouva Silas dans la grange, en train de ferrer un cheval. « Nous devons parler d'argent, dit-elle sans préambule. Silas ne leva pas les yeux. La ville est à 20 miles au sud. Ravitaillement toutes les 2 semaines. On y est allé la semaine dernière. Alors vous avez acheté au mauvais fournisseur ou vous n'avez pas acheté assez ou quelqu'un vole. Cela attira son attention. Personne ne vole dans ce ranch. Alors expliquez pourquoi vous êtes presque à court de produits de base avec 15 personnes à nourrir. Silas posa le sabot du cheval et se redressa, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. Il était si grand que même en se tenant à 1,80 m, Rose devait lever les yeux pour croiser son regard. « On fait avec ce qu'on a. On ne peut pas faire avec des sacs vides, Silas. Je ne peux pas cuisiner avec de l'air. Je m'en occuperai. Quand? Parce que le dîner est dans 6 heures et je rationne déjà les portions. J'ai dit que je m'en occuperai. » Rose s'approcha, assez près pour sentir l'odeur du cheval, du métal et de la frustration qui émanait de lui par vagues. « Vous m'avez fait venir ici pour cuisiner. Je ne peux pas cuisiner du rien. Soit vous me donnez un budget pour les provisions, soit vous admettez que ce ranch est fauché. » Le silence entre eux s'étira comme du fil de fer barbelé. « Nous ne sommes pas fauchés, » dit finalement Silas. « Nous sommes à sec, il y a une différence. » « À quel point à sec? » « Assez pour que je ne puisse pas libérer des hommes pour un ravitaillement avant samedi. C'est dans 4 jours. » Rose voulait argumenter, voulait lui dire que sa fierté allait affamer ses hommes. Au lieu de cela, elle se retourna à la cuisine et commença à planifier comment nourrir 15 personnes affamées avec presque rien pendant 4 jours de plus. Elle l'avait déjà fait, dans des camps de bûcherons avec moins, dans des villes minières avec pire. Ce n'était pas la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, mais c'était peut-être la plus importante. Le moment qui changea tout arriva la 3e semaine, lorsque Silas lui tendit enfin le grand livre. « Les finances du ranch, dit-il, posant le lourd livre sur la table de la cuisine après que les hommes soient partis travailler. Vous méritez de savoir où nous en sommes. » Rose l'ouvrit et passa 2 jours à lire chaque page. Ce qu'elle trouva la rendit malade. « Vous payez le double du prix du marché pour l'alimentation du bétail, » dit-elle à Silas le 3e matin, le grand livre étalé entre eux. « Ce fournisseur vous arnaque. C'est le seul fournisseur à moins de 50 miles. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a un à Abilene qui livre pour la moitié du prix. J'ai trouvé leur annonce dans un vieux journal dans le garde-manger. » Rose pointa une autre entrée. « Et ici, vous payez des impôts sur une parcelle de terrain que vous ne possédez plus. Cette section a été vendue il y a 4 ans selon les registres de propriété, mais on vous la facture toujours. » Silas la fixa. « Comment ai-je pu manquer ça? Parce que vous étiez en train de vous noyer. C'est difficile de voir des solutions quand on peut à peine respirer. » Rose tourna une autre page. « Et ici, la banque vous facture 2% au-dessus du taux d'intérêt standard depuis 3 ans. C'est des centaines de dollars d'intérêt excédentaires. » Puis elle arriva à la page qu'elle redoutait. « Silas, combien le ranch doit-il à la banque? » Le silence dura longtemps, puis il le dit, « 15 000 dollars. Mon père a contracté le prêt avant de mourir. J'ai payé les intérêts, mais la banque veut le principal, tout. D'ici mars, si nous ne pouvons pas payer, ils prennent la terre. » Rose sentit le sol basculer sous ses pieds. 15 000 dollars. « J'ai environ 3 000 dollars d'économie, » continua Silas. « Le bétail ne rapportera pas assez. Les coûts de l'alimentation nous dévorent. Et maintenant, avec les dégâts de la tempête de l'hiver dernier, » il ferma le grand livre. « Je vous le dis parce que si vous restez, vous devez savoir pourquoi vous restez. C'est peut-être un navire en perdition. » « Laissez-moi aider, » dit Rose. « Pas seulement avec la cuisine, avec les finances. Je suis doué avec les chiffres. Mon père tenait les livres d'un camp de bûcherons en Oregon avant. » Elle fit une pause. « Avant de mourir, il m'a appris.
Les chiffres ne mentent pas, Silas. Les gens, oui, mais les chiffres disent la vérité. Silas regarda sa petite main, tendue sur la table, couverte de farine et balafrée par une vie de brûlure de cuisine. Il regarda son visage, ses yeux bleus bleuets, stables et certains d'une manière qu'il n'avait vue chez personne, y compris lui-même, depuis très longtemps. Et il lui tendit le grand livre. Rose passa 2 jours de plus à éplucher les comptes et trouva 1 200 $ de plus en fonds récupérables grâce à la fraude fiscale et au trop perçu. Elle identifia des moyens de réduire les coûts mensuels de 30% en changeant de fournisseur et en éliminant les redondances. Elle construisit un modèle de projection qui montrait que si chaque changement était mis en œuvre, le ranch pourrait survivre 6 mois au lieu de 3. Ça ne résout pas tout, dit-elle à Silas, l'épuisement rendant sa voix rauque. Mais ça nous achète du temps. Silas tendit la main sur la table et prit la sienne. Le souffle de Rose se coupa. Sa main était cailleuse et énorme, engloutissant complètement la sienne, chaude d'une manière qui n'avait rien à voir avec la température. Merci, dit-il, d'avoir vu des choses que je ne pouvais pas voir, de vous soucier d'un endroit qui n'est pas le vôtre. Rose retira sa main, le cœur battant de la chamade. C'est le mien, dit-elle doucement. J'ai décidé ça la nuit où je suis resté. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui la taraudait alors qu'elle creusait plus profondément dans les registres fiscaux. Les évaluations frauduleuses n'étaient pas des erreurs aléatoires. Quelqu'un avait délibérément gonflé la charge fiscale de Shadow Creek année après année, saignant le ranch d'un argent qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était du sabotage. Et la piste, faible mais indubitable, menait à un nom que Rose ne connaissait pas encore, mais qu'elle apprendrait bientôt à craindre. Victoria Ashford, propriétaire du ranch voisin. 3000 acres d'ambition enveloppés dans le deuil. La tempête arriva sans véritable avertissement. Un matin, le ciel était clair. À midi, l'horizon avait pris la couleur d'un violet meurtri, des nuages noirs roulant de l'ouest comme une armée d'invasion. Walt se tenait sur le porche, la pipe serrée entre les dents, et dit 2 mots qui glacèrent le sang de Rose. Tempête en vue. Saas et Gédéon étaient partis pour la ville à l'aube avec le chariot de ravitaillement. La liste de 3 pages de Rose était pliée dans la poche du manteau de Silas. Il devait être de retour à 3 heures de l'après-midi. À 2 heures, la température avait chuté de 20 degrés. À 2h30, les premiers flocons de neige commencèrent à tomber. Des flocons gros, humides, lourds, du genre qui ne plaisante pas. 3 heures passèrent, pas de chariot. 3h30, Jed inclina la tête et murmura une prière. 4 heures, la neige tombait si épaisse que Rose ne pouvait pas voir la grange depuis la maison. Ils auraient dû être de retour maintenant, dit Emmett, donnant voix à ce que tout le monde pensait. La route est peut-être lente, proposa Walt, mais sa voix ne portait aucune conviction. 4h30, Caleb se leva. Je pars à cheval. Tu vas mourir de froid, s'entendit dire Rose. Mieux vaut ça que de rester assis ici pendant que mes frères meurent dehors. Personne ne meurt, la voix de Rose était calme. Pas si je peux l'aider. Elle se déplaça vers le poêle et commença à travailler, chauffant du bouillon, enveloppant du pain dans un tissu, remplissant des thermos de café si chauds qu'ils pouvaient brûler le cuir. Ses mains savaient quoi faire même quand son esprit hurlait. À 5 heures, alors que la nuit tombait et que la tempête hurlait comme quelque chose de vivant et d'affamé, ils l'entendirent. Des roues de chariot, des chevaux hurlant, des hommes criant. Tout le monde se précipita vers la porte. Le chariot déboula dans la cour à un angle écœurant. Une roue brisée, les provisions se déversant dans la neige comme du sang d'une blessure. Silas était sur le banc du cocher, de la glace incrustée dans sa barbe, ses mains gelées sur les rênes. Gédéon pendait sur le côté du chariot, du sang sur le visage, un bras pendant à un angle qui retourna l'estomac de Rose. Caleb et Jed se précipitèrent dans la tempête. Rose attrapa le thermos et suivit. Le froid la frappa comme un poing. Il lui coupa le souffle, tenta de lui voler son courage, mais elle le repoussa. Elle atteignit le chariot, fourra le thermos dans les mains de Silas. « Bois, ordonna-t-elle. Gédéon, réussit à dire Silas entre ses dents qui claquaient. Je le vois. Bois d'abord, puis aide. Ses mains étaient si gelées qu'il ne pouvait pas ouvrir le thermos. Rose l'ouvrit pour lui et le porta à ses lèvres. Il but, tout ça,
but à nouveau. On a cassé à 5 miles d'ici, dit-il, ses mots indistincts à cause du froid. Gideon a sauté pour réparer. Le cheval a eu peur, l'a frappé, bras cassés, peut-être les côtes aussi. Ils rentrèrent en Gideon, mirent les deux hommes près du feu, les mains de Rose bougeant par instinct. Eau chaude, linge propre. Jed maintint Gideon immobile pendant que Rose lui remettait le bras cassé en place, utilisant des bandes de drap déchirées, car il n'y avait pas d'attelles appropriées et aucun médecin à moins de 40 miles. Gideon hurla une fois, puis s'évanouit. « Bien, marmonna Rose. Plus facile comme ça. » Elle lui banda les côtes, vérifia la coupure sur son front, s'assura que sa respiration était régulière. Puis elle se tourna vers Silas, qui était assis près du feu, essayant de ne pas se trembler de tout son corps. « Enlevez ce manteau. Je vais bien. Vous êtes en hypothermie. Enlevez ce manteau ou je vous le coupe. » Il était trop gelé pour discuter. Elle le déshabilla jusqu'à son maillot de corps, l'enveloppa dans toutes les couvertures qu'elle put trouver et lui fit boire de force plus de café chaud. Ses lèvres étaient bleues. Ses mains ne cessaient de trembler. « Les provisions, marmonna-t-il. Au diable, les provisions. Vous avez failli mourir. On a presque tout récupéré. » Les cow-boys avaient traîné les sacs à l'intérieur. Farine, sucre, sel, grains de café, riz, viande séchée. Tout ce qui était sur sa liste, et même plus. Rose sentit des larmes lui brûler les yeux, chaudes contre le froid de son visage. Cet homme avait failli se tuer pour lui apporter des provisions. « Vous êtes un idiot, murmura-t-elle. « Ouais, acquiesça Silas, les dents claquant toujours. Mais vous avez vos provisions. » C'est à ce moment-là que Rose sut que ce n'était pas juste un travail. Ce n'était pas juste un endroit où rester, c'était tout autre chose. Quelque chose qui la terrifiait plus que n'importe quelle tempête. Le blizzard ne cessa pas pendant 3 jours. Rose dormit sur la chaise près du feu, surveillant la respiration de Gideon et les frissons de Silas sous des couvertures qui ne semblaient pas pouvoir le réchauffer assez vite. Elle avait envoyé les autres hommes au dortoir avec l'ordre de rester sur place et au chaud. Mais elle ne pouvait pas laisser ces deux-là. Elle ne les laisserait pas. Le deuxième matin, la fièvre de Gideon monta en flèche. Rose lui appliqua des linges frais sur le front toute la nuit, lui donna du bouillon à la cuillère entre les lèvres quand il était assez conscient pour avaler. Silas se réveillait périodiquement, confus et désorienté, posant des questions sur le bétail, les clôtures et des choses qui ne pouvaient absolument pas avoir d'importance tant qu'il ne pouvait pas se tenir debout sans tomber. « Reposez-vous, » murmurait Rose en le repoussant doucement. « Je ne peux pas me reposer. Il y a du travail à faire. » « Le travail peut attendre, pas vous. » Le 3e jour, Gideon ouvrit les yeux, clair et lucide, et trouva Rose assise à côté de lui, des cernes sous les yeux, ses cheveux s'échappant de ses épingles, l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Parce que c'était le cas. « Tu es toujours là, dit-il, sa voix comme du gravier. Où d'autre serais-je? N'importe où, qui ne soit pas ça. » Il fit un geste faible vers les bandages, le sang, l'épave d'un homme qui avait passé 3 ans à prétendre n'avoir besoin de personne. « Tu m'as remis le bras. Tu m'as bandé les côtes. Tu es resté éveillé 3 nuits à me regarder respirer. » Il déglutit difficilement. Margaret n'aurait pas fait ça. Margaret serait montée dans la première diligence hors d'ici le soir où j'ai ouvert la bouche à cette table. Je ne suis pas Margaret. Non, tu ne l'es pas. Gideon resta silencieux un long moment. Quand il reparla, sa voix était différente, plus petite, plus jeune. La voix de l'homme qu'il avait été avant la cicatrice, la trahison et les années à transformer la colère en armure. J'ai puni chaque femme que je rencontre pour ce qu'une seule femme m'a fait, te punissant toi plus que tout parce que tu as eu le culot de te pointer et d'être gentille. Et la gentillesse est la chose que je ne peux pas combattre. Il regarda le plafond. Tu sais ce qui me fait plus peur que de perdre ce ranch? Le fait que je sois allongé ici avec un bras cassé et des côtes fêlées, et la seule chose à laquelle je puisse penser, c'est si tu seras toujours dans cette cuisine quand je serai assez bien pour marcher à nouveau. Rose posa le linge et le regarda. Cet homme énorme, balafré, impossible, qu'il avait traité de fil de catalogue et qui était maintenant terrifié à l'idée qu'elle puisse partir. « Gideon, je serai dans cette cuisine demain, et le jour d'après, et le jour d'après,
jusqu'à ce que tu sois si malade de ma cuisine que tu me supplieras d'arrêter. Quelque chose se brisa sur son visage qui n'était pas un sourire, mais qui s'en approchait suffisamment pour compter. Cette soupe était quand même terrible. Va dormir, Gideon. Quand Silas se réveilla enfin complètement, sans fièvre, sans confusion, juste les yeux clairs et présents, il trouva Rose endormie dans la chaise à côté de lui, la tête penchée à un angle qui lui ferait mal au réveil. Il se leva lentement, testant ses jambes, et drapa sa propre couverture sur ses épaules. Et elle ne bougea pas. Il resta là un long moment, la regardant dormir, et quelque chose dans sa poitrine qui avait été scellée pendant 3 ans se fissura comme la glace d'une rivière au printemps. Vous me fixez. Les yeux de Rose étaient encore fermés. Je ne voulais pas vous réveiller. Vous ne l'avez pas fait. Ce sont vos pensées qui m'ont réveillé. Elles sont bruyantes. Je ne savais pas que les pinces avaient un volume. Elle ouvrit les yeux et le regarda. Vous êtes debout? Apparemment. Comment vous sentez-vous? Comme si j'avais été piétiné par tous les chevaux de la grange et laissé dehors dans un blizzard. Il fit une pause. Mais en vie, grâce à vous. Grâce au café et aux couvertures. Grâce à vous qui avez refusé de me laisser mourir. Silas s'approcha. Pourquoi l'avez-vous fait? Vous auriez pu rester à l'intérieur. Laissez les hommes s'en occuper. Parce que les hommes ne s'occupent pas toujours bien des choses. Rose se leva, grimaçant, alors que son cou protestait contre 3 jours de sommeil vertical. Et parce que je vous ai déjà dit que je payais mes dettes. Vous avez payé cette dette il y a 5 repas. Alors peut-être que je reste pour une autre raison. Quelle raison? Rose croisa son regard, whisky d'hiver et bleu bleuet. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais elle la trouvait plus vite qu'elle ne le voulait. Et un soir, une semaine après le blizzard, assise à côté de Silas sur le porche, tandis que les étoiles apparaissaient au-dessus des montagnes et que le ranch s'installait dans son calme nocturne, Rose lui dit la vérité qu'elle portait depuis 5 ans. « J'avais une sœur, dit-elle, et les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Emma, elle avait 3 ans, elle est morte de la fièvre, comme votre faim. 3 jours, je l'ai tenue tout le temps, je l'ai tenue, et j'ai prié et j'ai supplié, et rien de tout ça n'a compté. » La voix de Rose se brisa comme de la glace fine. Après ça, je ne pouvais plus rester nulle part. Je ne pouvais rien construire parce que tout ce que j'aimais, je le perdais. Tous ceux auxquels je m'accrochais, je devais les enterrer. Alors j'ai continué à bouger. De cuisine en cuisine, de ville en ville, payant des dettes que personne ne m'avait demandé de payer parce que c'était plus facile que de rester immobile assez longtemps pour me souvenir de ce que l'immobilité m'avait coûté. Silas ne parla pas, n'offrit pas de réconfort vide ou de rassurance creuse. Il passa simplement son bras autour de ses épaules et la laissa s'appuyer contre lui. Cet homme énorme qui sentait le cuir, la fumée de bois et le chagrin. Et il la laissa pleurer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. « Je suis désolé, murmura-t-elle quand les larmes cessèrent. Ne soyez pas désolé de faire votre deuil. Je suis désolé d'avoir fait semblant. D'avoir agi comme si j'étais venu ici à cause d'une annonce alors qu'en réalité, je suis venu parce que je n'avais plus nulle part où fuir. Vous êtes ici maintenant. C'est ce qui compte. » Et puis, si doucement que Rose le sentit à peine, Silas pressa ses lèvres sur son front. Pas un baiser né de la passion ou du désir, mais quelque chose de plus calme et de plus profond. Une bénédiction, une promesse faite sans mots. Vous êtes en sécurité ici. Vous avez le droit de rester. Rose alla se coucher cette nuit-là, le cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas battu depuis des années. Et pour la première fois depuis la mort d'Emma, elle ne rêva pas de fuir. 2 semaines après le blizzard, la première vraie menace arriva. Pas de la météo, pas de la banque, d'une femme. Gerald Pritchard arriva le premier, l'homme de la banque, sur un buggy trop propre pour les routes de ranch et portant un costume trop élégant pour un travail honnête. Il portait une mallette et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Hawthorne, je crains que la position de la banque n'ait pas changé. Nous avons besoin du paiement intégral d'ici le 15 mars, où nous serons forcés de saisir. »« C'est dans 4 mois, dit Silas. J'ai dit à votre patron que j'y travaillais. Y travailler n'est pas un plan de paiement. » Pritchard jeta un coup d'œil à Rose, debout sur le porche dans son tablier couvert de farine. « Je vois que vous avez engagé du personnel supplémentaire. Choix intéressant pour un ranch qui prétend avoir des difficultés financières.
Elle n'est pas du personnel supplémentaire, commença Silas, mais Rose le coupa, descendant du porche avec une voix comme de l'acier poli. Je suis un investissement. Monsieur Hawthorne m'a fait venir pour réorganiser les opérations et réduire les coûts. Nous avons déjà identifié 1200 dollars de fonds récupérables et réduit les dépenses mensuelles de 30 Elle croisa les bras. Donc, à moins que votre banque ne veuille saisir un ranch qui est sur le point de devenir rentable, je vous suggère de nous donner le temps que nous demandons. Les sourcils de Pritchard se levèrent. Et qui êtes-vous exactement? Quelqu'un qui sait que les chiffres ne mentent pas, mais que les banques, si, Rose soutint son regard sans ciller. Votre institution a surfacturé les intérêts à M. Hawthorne pendant 3 ans. Nous avons des documents. Nous avons aussi des preuves d'évaluation fiscale frauduleuse sur cette propriété. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez rapporter notre plan de paiement à votre supérieur et vous allez lui recommander de l'accepter. Parce que si vous ne le faites pas, nous déposerons des plaintes auprès de la Commission bancaire de l'État concernant des pratiques de prêt prédatrices. La couleur quitta le visage de Pritchard comme l'eau s'écoulant d'un évier. C'est une accusation sérieuse. C'est une situation sérieuse. Rose s'approcha, 1,60 m de certitude absolue, regardant un homme qui s'attendait à intimider un éleveur et qui avait trouvé un mur à la place. Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons un traitement équitable. Pouvez-vous nous l'offrir ou devrais-je commencer à écrire des lettres à Austin? Pritchard ferma sa maillette d'un coup sec. Je transmettrai votre proposition à mes supérieurs. Il partit en quelques minutes, la poussière de son buggy flottant dans l'air immobile comme un point d'interrogation. Silas fixa Rose. Que vient-il de se passer? J'ai bluffé. Les banques détestent l'examen minutieux. Elles le détestent plus qu'elles ne détestent perdre de l'argent. Elle se tourna pour rentrer. Il reviendra avec de meilleures conditions d'ici une semaine. 3 jours plus tard, un télégramme arriva. Nouvelles conditions. Taux d'intérêt plus bas, date limite repoussée à juin. Excuse formelle pour les erreurs d'évaluation fiscale. Mais Rose ne célébra pas. Car en creusant plus profondément dans ses registres fiscaux frauduleux, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Un schéma, une signature. Ce n'était pas l'œuvre de la banque, mais celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait discrètement saigné le ranch de Shadow Creek pendant des années, resserrant le nœud financier centimètre par centimètre, attendant le moment où les Hawthorne seraient assez désespérés pour vendre pour une bouchée de pain. Victoria Ashford, propriétaire d'Ashford Acres. 3000 acres, 2 fois la taille de Shadow Creek. Et Rose était maintenant certaine que Victoria n'était pas intéressée par la terre pour l'élevage. Elle était intéressée par le chemin de fer. La nouvelle ligne étudiée à travers la chaîne de San Juan. Une ligne qui passerait directement par le pâturage et de Shadow Creek, transformant des terres de pâturage sans valeur en l'immobilier le plus précieux du territoire. Rose garda cette découverte pour elle pour l'instant. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de temps. Et elle avait besoin que Silas lui fasse entièrement confiance avant de lui dire que sa voisine essayait de le détruire depuis des années. Le soir avant la transhumance, Silas trouva Rose dans la cuisine. Le plan était établi. Lui, Gideon et Jed, ainsi que 2 ouvriers empruntés à un domaine voisin, dont un jeune cousin de Caleb nommé Thatcher, qui avait à peine 19 ans et n'avait jamais participé à une vraie transhumance, pousseraient 40 têtes de bétail de premier choix jusqu'aux acheteurs du terminal ferroviaire se rassemblant à Wichita Falls. 6 à 8 semaines sur la piste. Peut-être 3000 $ si les prix se maintenaient. C'est 2 mois, dit Rose, et elle ne put empêcher le tremblement dans sa voix. Je sais combien de temps durent 2 mois. Vous quittez le ranch, vous quittez vos frères, vous quittez... Elle s'arrêta. Je vous quitte, compléta Silas. Mais c'est notre meilleure chance d'avoir de l'argent frais avant le printemps. Rose voulait argumenter, voulait lui dire que c'était trop dangereux, trop long, trop de risques pour un homme dont les côtes n'étaient pas entièrement guéries d'avoir été piétinées par son propre cheval dans un blizzard. Mais elle connaissait l'élevage. Parfois, il fallait tout parier pour tout sauver. Pendant votre absence, dit-elle, je réorganise les opérations d'hiver. Le bétail que nous gardons a besoin d'une meilleure gestion de l'alimentation. J'ai trouvé un fournisseur qui échangera du bœuf contre du foin à des taux équitables. Et Walt dit qu'il y a un maraîcher près d'Abilene qui pourrait s'associer avec nous pour les plantations de printemps.
Vous construisez une ferme sur un ranch de bétail. Je diversifie les revenus. Les prix du bétail montent et descendent. Les prix de la nourriture restent stables. Si nous pouvons cultiver des légumes pour les villes voisines, nous créons des revenus qui ne dépendent pas du marché du bétail. Silas secoua la tête lentement, non pas en désaccord, mais avec quelque chose qui ressemblait plus à de l'émerveillement. Où avez-vous appris l'économie? En regardant des hommes tout perdre, en pariant sur une seule récolte, une seule mine, une seule saison de bétail. Mon père a perdu 3 fortunes en pariant sur des valeurs sûres. J'ai appris à ne jamais tout mettre au même endroit. Cette nuit-là, Silas lui donna quelque chose qui lui arrêta le cœur. Une fiche de recette manuscrite à l'encre fanée. Cobbler aux pêches. La recette originale de Sarah Hawthorne. Celle dont toute le ranch se souvenait. Celle qui avait fait sentir au dimanche matin l'odeur du paradis. J'ai trouvé ça dans les affaires de ma femme, dit-il. Je pensais que vous pourriez la vouloir. La gorge de Rose se serra. Je ne peux pas accepter ça. Si vous le pouvez, Sarah aurait voulu que quelqu'un l'utilise. Quelqu'un qui se soucie de nourrir les gens comme elle le faisait. Il pressa la fiche dans sa main. Faites tourner le ranch pendant mon absence. Gardez les hommes nourris et concentrés. Et Rose? Oui? Ne fuyez pas. Promettez-moi que vous ne fuirez pas. Rose regarda la fiche de recette. Cet homme qui était devenu essentiel au rythme de sa respiration, ce ranch qui avait cessé de ressembler à un travail et avait commencé à ressembler à la chose qu'elle avait passé 3 ans à fuir. Malgré des côtes qui n'étaient pas entièrement guéries, Gideon était à ses côtés, la cicatrice captant le soleil matinal, regardant une fois en arrière vers la maison du ranch, puis plus du tout. Jed chevauchait, calme et stable, à l'arrière. 40 têtes de bétail soulevant la poussière derrière eux, se déplaçant vers le nord, vers le Kansas, l'argent et tout ce qui les attendait sur la piste. Rose se tenait dans la cour et regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent par-dessus la crête. Dans sa main, elle tenait la recette d'une femme morte. Dans sa poitrine, elle tenait quelque chose de bien plus fragile, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à porter depuis 3 ans. L'espoir, et la terrible connaissance que l'espoir, une fois qu'on le laisse entrer, donne au monde la permission de vous blesser à nouveau. Bon, dit Walt derrière elle, je suppose qu'il ne reste plus que nous. Je suppose. Vous restez vraiment. Rose plia soigneusement la fiche de recette et la glissa dans la poche de son tablier, près de son cœur. J'ai promis, n'est-ce pas? Les promesses sont faciles. Les tenir, c'est la partie difficile. Alors je suppose qu'on va découvrir de quoi je suis faite. Elle se détourna de la route vide et retourna vers la cuisine, vers le poêle qui avait besoin d'être allumé, le pain qui avait besoin d'être cuit, et les 12 hommes qui avaient encore besoin d'être nourris. Derrière elle, les montagnes s'élevaient, blanches et silencieuses, contre un ciel si bleu que ça faisait mal de le regarder. Quelque part au-delà de ces sommets, Silas Hawthorne chevauchait vers l'argent qui pourrait les sauver. Quelque part plus près, Victoria Ashford était assise dans sa propre maison de ranch, planifiant son prochain coup. Et quelque part au fond de Rose Sinclair, la fille qui avait passé 3 ans à fuir tout ce qui comptait, apprenait enfin ce que c'était que de rester immobile. La première semaine sans Silas fut la plus étrange que Rose ait jamais vécue. Le ranch semblait plus vide que sa taille ne pouvait l'expliquer, comme si on avait enlevé un mur porteur et que toute la structure retenait son souffle, attendant de voir si elle tiendrait ou s'effondrerait. Elle se jeta dans le travail comme une personne qui se noie se jette vers le rivage. Cuisiner, planifier, organiser, pousser les hommes restants à maintenir les standards, même avec la moitié des bras en moins et les meilleurs cavaliers quelque part sur la piste au nord de Wichita Falls. Elle commença un jardin derrière la cuisine, retournant la terre gelée avec des techniques qu'elle avait apprises en Oregon, construisant des châssis froids, avec des chutes de bois et de vieilles vitres pour protéger les semis du gel. Elle convainquit Walt de l'aider à construire un véritable fumoir pour conserver la viande à vendre. Elle se rendit à Abilene elle-même, une journée complète à l'aller et au retour, et négocia un partenariat avec un maraîcher nommé Cuthbert, qui accepta d'échanger des semences et du matériel contre du bœuf à des taux équitables. Elle rédigea des contrats avec 3 villes voisines pour des livraisons régulières de nourriture, beurre, viande fumée et tout ce que le jardin produirait éventuellement. Caleb la regardait avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Tu es comme un général, dit-il un soir, assis sur le porche pendant que Rose examinait ses notes à la lumière de la lampe,
élaborant des campagnes, planifiant des stratégies. Je suis comme quelqu'un qui a enfin arrêté de fuir, corrigea-t-elle sans lever les yeux. Le 10e jour, une femme arriva. Elle vint dans un buggy de location, vêtue entièrement de noir, avec un visage qui aurait pu être sculpté dans du marbre blanc et des yeux qui ne manquaient rien. Rose était dans le jardin, les coudes dans la terre froide, quand Walt l'appela. Sa voix avait une qualité prudente, le genre de prudence qu'un homme utilise quand il essaie de ne pas effrayer un cheval. « Voici Madame Victoria Ashford, » dit Walt. « Elle possède le ranch voisin. Elle est ici pour vous voir. » Victoria étudia Rose comme un faucon étudie une souris des champs, avec patience et une certitude absolue sur la façon dont la rencontre se terminerait. « Alors, vous êtes la cuisinière dont tout le monde parle. Je suis Rose Sinclair. Puis-je vous aider? » « Peut-être que je peux vous aider. » Victoria sortit un document d'un portefeuille en cuir. « Je suis prête à payer 8 000 $ en espèces pour le ranch de Shadow Creek aujourd'hui. » Le cœur de Rose manqua un battement. Ce n'est pas assez pour couvrir ses dettes. C'est assez pour s'en sortir proprement. La banque accepterait un paiement partiel en échange de la levée de l'hypothèque. Monsieur Hawthorne pourra repartir à zéro ailleurs, quelque part sans le poids d'un ranch mourant sur les épaules. C'est sa maison. C'est une entreprise en faillite qui le tire vers le fond. La voix de Victoria s'adoucit juste assez pour paraître sincère, pas assez pour que Rose la croie. Je n'essaie pas de le tromper, mademoiselle Sinclair. Je lui offre une porte de sortie avant qu'il ne perde tout. Et les hommes, qu'adviendra-t-il d'eux? Je garderai la plupart d'entre eux. Les bons ouvriers sont difficiles à trouver. Rose regarda le document, le chiffre qui représentait tout ce pourquoi Silas s'était battu. Tout ce que 3 générations de Hawthorne avaient construit avec rien d'autre que du bétail, de l'entêtement et le genre d'espoir qui refuse de mourir même quand il le devrait. 8 000 $. Une fortune pour certains. Pas assez, jamais assez. Je ne peux pas accepter en son nom, dit Rose lentement, mais je m'assurerai qu'il reçoive votre offre à son retour. N'attendez pas trop longtemps, l'offre expire dans 30 jours. Victoria remonta dans son buggy, puis s'arrêta et regarda Rose, petite et tachée de terre dans sa robe de travail. Quelque chose vacilla sur son visage qui aurait pu être de la pitié ou du mépris. « Et mademoiselle Sinclair, quoi que vous pensiez construire ici, ça ne durera pas. Ce ranch est mort. Vous êtes juste trop têtu pour le voir. » Le buggy s'éloigna et Rose resta là, tenant un morceau de papier qui pouvait tout résoudre ou tout détruire. Ce soir-là, elle organisa une réunion. Tous les ouvriers restants se rassemblèrent dans la salle à manger. Caleb, Walt, Emmett et 6 autres. Rose exposa la situation avec la même franchise qu'elle utilisait pour tout. Pas d'adoucissement, pas de faux réconfort, juste la vérité servie brute. « Nous pourrions dire à Silas de vendre, » dit-elle. « Partir, recommencer. »« Où ?» demanda Caleb, ses yeux brûlants. « Où nous prouvons à Victoria Ashford qu'elle a tort. Nous rendons ce ranch rentable avant le retour de Silas. Nous lui montrons que rester vaut la peine de se battre. »« Comment? » Walt se pencha en arrière sur sa chaise, la pipe à sa chaîne, la pipe à la main, l'expression illisible. « En 6 semaines, en travaillant plus dur que nous n'avons jamais travaillé, en mettant en œuvre chaque mesure d'efficacité dont nous avons discuté, en faisant fonctionner le partenariat maraîcher et en rapportant de l'argent avant le printemps, en lançant une petite exploitation laitière avec ses 4 vaches que personne ne pense valoir la peine de garder. » Rose croisa le regard de chaque homme autour de la table, en décidant que le ranch de Shadow Creek vaut la peine d'être sauvé. « J'en suis, » dit Caleb immédiatement. « Moi aussi, » ajouta Emmett. Un par un, chaque homme à la table accepta. Walt fut le dernier. Il tira une longue bouffée de sa pipe, laissa la fumée s'enrouler vers le plafond et dit « Vous savez que ça pourrait ne pas marcher. »« Je sais. Vous savez que Silas pourrait revenir et décider de vendre quand même. »« Je le sais aussi. »« Alors pourquoi se battre? » Rose pensa à la fiche de recette dans sa poche, à Silas lui demandant de ne pas fuir, à la façon dont cet endroit était devenu sa maison sans qu'elle s'en aperçoive. Parce que certaines choses valaient la peine de se battre, Walt, même quand on a peur, même quand les chances sont terribles, même quand abandonner serait plus facile. Les 6 semaines suivantes furent les plus dures de la vie de Rose, et elle en avait vécu de dur. Ils travaillèrent d'avant l'aube jusqu'après la tombée de la nuit,
et parfois au-delà. Ils plantèrent des légumes dans un sol gelé en utilisant les châssis froids que Rose avait construits. Ils terminèrent le fumoir et commencèrent à salir la viande pour la vente. Ils négocièrent des contrats de livraison. Ils lancèrent l'exploitation laitière. Rose cuisinait 3 repas par jour pour l'équipe restante et trouvait encore le temps de tenir les comptes, de gérer les chaînes d'approvisionnement et d'écrire des lettres à des acheteurs potentiels dans 4 villes différentes. Victoria Ashford envoya 2 autres offres, chacune plus élevée que la précédente. Rose les brûla sans lire au-delà de la première ligne. « Tu as perdu la tête », lui dit Walt après que la troisième soit partie dans le poêle. « Probablement. Et si on échoue? Alors on échouera en essayant. C'est plus que ce que ce ranch faisait d'avant. » L'argent commença à rentrer. De petites sommes, mais régulières. Les contrats laitiers, la viande fumée vendue aux magasins généraux de la ville. Emmett apprit à Rose le travail du cuir et elle commença à réparer et à vendre des harnais. Caleb commença à débourrer des chevaux pour les ranchs voisins, une autre source de revenus que personne n'avait pensé à exploiter. La 4e semaine, le désastre frappa 3 fois en une seule semaine. 2 des vaches laitières mangèrent de la nourriture avariée et moururent. Un gel précoce menaça la récolte de légumes. Et le plus gros contrat de livraison tomba à l'eau lorsque l'acheteur trouva un fournisseur moins cher à 50 miles au sud. Rose se tenait dans la cuisine à minuit, additionnant des chiffres qui refusaient de s'additionner, et sentit l'ancienne et familière attraction, le murmure qu'il avait suivi de cuisine en cuisine pendant 3 ans. « Fais juste ta malle. Pars avant le lever du soleil. Laisse quelqu'un d'autre nettoyer le désordre. » Elle sortit la fiche de recette de Sarah Hawthorne et lut l'écriture fanée. 3 tasses de pêche, une tasse de sucre, du beurre, de la cannelle, de l'amour. Amour. Sarah avait écrit ce mot. L'amour comme un ingrédient, aussi essentiel que la farine, le sel ou la chaleur. Rose rit, puis elle pleura. Puis elle s'essuya le visage avec son tablier et retourna au travail. À la 5e semaine, ils avaient gagné 1700 $. Pas assez pour sauver le ranch à eux seuls, mais combiné avec ce que Silas rapporterait de la transhumance, cela pourrait juste suffire à renégocier le prêt bancaire et à acheter une année de plus. Le matin de la 6e semaine, Rose se tenait dans la cuisine avant l'aube, étalant de la pâte à biscuits et regardant la route par la fenêtre. D'un jour à l'autre, Silas reviendrait. D'un jour à l'autre, elle devrait lui parler des offres de Victoria, de l'argent qu'ils avaient gagné, des choix qui l'attendaient. D'un jour à l'autre, elle devrait faire face à ce qui avait grandi entre eux. Cette chose qu'elle ressentait chaque fois qu'elle lisait ses courts télégrammes de la piste. Bétail en bonne santé, progression. Votre café me manque. Elle avait lu le mot manque 47 fois. Elle le savait parce qu'elle avait compté. La porte de la cuisine s'ouvrit. Rose se tourna, de la farine sur les mains, l'espoir coincé dans sa gorge comme un os. Mais ce n'était pas Silas. Walt se tenait là, son visage de la couleur de la cendre, tenant un télégramme comme un homme tient un charbon ardent. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rose, mais elle le savait déjà. Le sentait déjà dans le froid soudain qui remplissait la pièce comme une inondation. « Accident » dit Walt et sa voix se brisa en deux. « Débandade près de Dodge City, 3 hommes blessés, 2 morts. » Sa main tremblait. Le télégramme ne dit pas qui. La pâte à biscuits tomba des mains de Rose et heurta le sol. Elle fixa la masse blanche sur les planches et ne put faire le lien entre son cerveau et son corps. 2 morts, 2 morts. Et le télégramme ne disait pas qui, et Silas était là-bas, quelque part. Silas avec ses côtes qui n'avaient pas entièrement guéri. Silas qui était parti vers le nord, portant sa promesse comme un talisman contre le désastre. Caleb fit irruption par la porte. « C'est vrai pour la transhumance? »« On ne sait encore rien, » dit Walt. Rose retrouva son souffle. Il lui fallut tout ce qu'elle avait, chaque once de l'entêtement qu'il avait porté à travers 3 ans de fuite et 6 semaines de combat, mais elle le retrouva. Seul un cheval. Quoi? Seul un cheval. Je vais à Dodge City. C'est 3 jours de chevauchée intense. Tu vas te tuer. Alors je mourrai en essayant. Rose défit son tablier et le suspendit au crochet près du poêle. Le crochet que Sarah avait probablement utilisé. Le crochet qui avait tenu 100 tabliers avant celui-ci. Je ne vais pas rester assise ici à me demander s'il est vivant ou mort. Je ne fuis pas cette fois. Je vais le rejoindre. Elle attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Derrière elle, Walt cria
Qu'est-ce qu'on dit aux hommes? Rose s'arrêta, se tourna. Dites-leur la vérité. Dites-leur qu'on ne sait pas encore. Dites-leur qu'on continue de travailler jusqu'à nouvel ordre. Sa voix se durcit en quelque chose qui aurait pu couper du verre. Et dites-leur que le ranch de Shadow Creek n'abandonne pas, ni pour les banques, ni pour les voisins, ni pour la mort elle-même. Elle sortit dans l'air froid du matin, vers la grange, vers un cheval qui la transporterait à travers 3 jours de paysages vides jusqu'à ce qui l'attendait à Dodge City, vers la vérité qu'elle avait fui toute sa vie, que l'amour signifiait tout risquer. Et elle était enfin terrifiante, complètement prête à tout risquer. Rose chevaucha pendant 3 jours. Elle ne s'arrêta que lorsque le cheval ne pouvait plus avancer. Dormant à même le sol, enveloppé dans une seule couverture, ne mangeant rien, buvant dans les ruisseaux, avançant avec une seule pensée brûlant dans son esprit comme un feu de signalisation. Vivant. Il doit être vivant. Quand elle atteignit Dodge City, ses mains étaient à vif à cause des rênes, ses yeux brûlaient de poussière et de vent, et des larmes qu'elle ne s'était pas autorisée à verser pendant que le cheval avançait. Le parc à bestiaux s'étendait devant elle, énorme et chaotique, des enclos pleins de bétail, des bouviers partout. L'odeur des animaux et du commerce était épaisse dans l'air. Elle descendit de cheval sur des jambes qui la tenaient à peine et attrapa le premier cow-boy qu'elle vit. La débandade. Où sont les survivants? Il montra un bâtiment au bord des parcs. Le Toubib les a là-dedans, mais madame, vous ne voulez pas. Rose courait déjà. Le bâtiment était à moitié hôpital, à moitié chaos. Des hommes blessés sur des listes de camp, un médecin aboyant des ordres. L'odeur de sang et d'acide carbolique était si forte qu'elle lui fit pleurer les yeux. Elle balaya la pièce du regard, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait comme des sabots dans son crâne. Gideon était assis dans un coin, son bras rebandé, son visage gris de douleur, mais ses yeux ouverts et alertes. Jed était allongé sur un lit de camp à proximité, inconscient mais respirant. Rose les enregistra tous les deux d'un seul coup d'œil, puis continua de chercher, car le seul visage qu'elle avait besoin de voir n'était pas là. « Gideon, où est-il? » Gideon leva les yeux et l'expression sur son visage lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir avant qu'il n'ouvre la bouche. Pas le pire, mais presque. Il est en vie. Le soulagement faillit lui faire plier les genoux. Mais il est mal en point, Rose. Très mal en point. Elle le trouva dans une arrière-salle, seul, à l'exception d'une infirmière qui changeait des bandages sur sa poitrine. Sa chemise avait disparu. Son torse était enveloppé de tissu blanc déjà suintant de rouge. Son visage était si pâle qu'il ressemblait à un homme fait de papier, fragile et mince, à un souffle de se déchirer. Mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait, faiblement et avec difficulté, mais réellement. « De la famille? » demanda l'infirmière. « Assez proche. » Des bandades, le bétail a eu peur de la foudre. Il essayait de faire tourner le troupeau. Le cheval est tombé sous lui. Il a pris un sabot dans les côtes. Peut-être plus d'un. Il a été piétiné avant que les autres ne puissent le dégager. Il a perdu beaucoup de sang. Va-t-il vivre? L'infirmière hésita. Peut-être, si l'infection ne s'installe pas, si ses poumons restent dégagés, s'il est assez fort pour se battre. Il est assez fort. Rose prit la main de Silas. Elle était froide, froide comme la nuit où elle avait porté le thermos à ses lèvres bleues dans le blizzard. C'est l'homme le plus fort que je connaisse. L'infirmière les laissa seuls. Rose s'assit à côté du lit, lui tint la main et parla. Elle parla du ranch, des 1700 $ qu'ils avaient gagnés, des offres de Victoria Ashford et de la façon dont elle les avait toutes brûlées, du jardin, de la laiterie, du fumoir et des contrats qu'elle avait négociés, de la loyauté de Walt, du courage de Caleb et de la fiabilité silencieuse de Matt. Elle lui reparla d'Emma, non pas des faits qu'il connaissait déjà, mais des parties qu'elle avait gardées pour elle, même cette nuit-là sur le porche. Comment elle avait porté le petit corps de sa sœur chez le médecin elle-même, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Comment le poids de cet enfant, si léger et si incroyablement lourd, n'avait jamais quitté ses bras. Comment chaque cuisine dans laquelle elle avait travaillé depuis avait été une tentative de nourrir le vide que la mort d'Emma avait creusé en elle. Comment elle fuyait ce vide depuis, jusqu'à ce qu'un éleveur têtu et ses frères brisés, dans la cuisine d'une femme morte, lui donnent une raison de s'arrêter. « Mais j'ai fini de fuir, » murmura-t-elle, pressant sa main froide contre sa joue.
Même si tu ne t'en sors pas, même si je te perds aussi, je reste à Shadow Creek. Je me bats pour ce ranch parce qu'il vaut la peine de se battre, parce que ces hommes en valent la peine, parce que tu m'as appris que certaines choses comptent plus que de se protéger de la douleur. Sa main tressaillit. Le souffle de Rose s'arrêta. Silas. Ses yeux s'ouvrirent lentement, flous, errants, puis trouvèrent son visage et s'y accrochèrent comme un homme trouvant la terre ferme après des jours en mer. Rose, je suis là. Tu as chevauché jusqu'à Dodge City. 3 jours, j'ai failli tuer le cheval et moi-même. C'est stupide. J'ai appris des meilleurs. Il essaya de sourire et grimaça à la place, la douleur traversant son visage comme un éclair. Le garçon, Thatcher, le cousin de Caleb. Est-il en vie? Grâce à toi, tu es retourné le chercher. C'est pour ça que tu étais sur le chemin quand le troupeau est arrivé. Gideon apparut sur le seuil. Le chef de la transhumance dit que le bétail s'est vendu. Bon prix. Environ 3 000 $ après les frais. Je me fiche de l'argent, dit Rose sans se retourner. Tu devrais. C'est pour ça qu'il a failli mourir. Gideon s'assit lourdement sur la chaise de l'autre côté du lit. Il a sauvé ce gamin, Rose, le plus jeune bouvier de l'équipe. Il a été projeté quand la débandade a commencé et Silas s'est retourné le chercher. Il a chevauché droit dans le chemin de 40 têtes de bétail en panique pour tirer un garçon du sol. Le visage balafré de Gideon se tordit avec quelque chose qui était soit du chagrin, soit de la fierté, soit les deux. Toujours le héros, pensant toujours aux autres, jamais à lui-même. Rose serra la main de Silas. « Réveille-toi correctement, imbécile têtu. Réveille-toi et dis-le-moi toi-même. » Les yeux de Silas se concentrèrent sur son visage. « Tu as pleuré. La poussière. Tes yeux sont rouges. Il y a de la poussière à Dodge City. » Rose, elle craqua. « Oui, j'ai pleuré. Je te croyais mort. Je croyais t'avoir perdu avant de pouvoir te dire. » Elle s'arrêta. « Me dire quoi? » Rose regarda cet homme impossible, têtu, exaspérant, qui l'avait attiré dans sa vie par une annonce qu'il n'avait même pas écrite, qui lui avait donné 3 heures pour faire ses preuves, puis s'était reculé avec étonnement quand elle l'avait fait, qui lui avait confié ses finances, son ranch, ses hommes et la fiche de recette de sa femme décédée, qui était parti vers le nord avec des côtes cassées pour gagner l'argent qui pourrait sauver sa maison, puis s'était jeté sur le chemin d'une débandade pour sauver un garçon qu'il connaissait à peine. « Te dire que je t'aime, dit-elle simplement, comme si elle énonçait un fait, comme si elle disait que le ciel est bleu ou que l'eau coule vers le bas. Que je suis fatigué de faire semblant de ne pas le faire. Que je veux rester à Shadow Creek, non pas parce que je dois quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que je ne peux pas imaginer être ailleurs, avec quelqu'un d'autre, pour le reste de ma vie. » Les yeux de Silas s'embuèrent. « Tu m'aimes. Je t'aime et ça me terrifie. Mais j'ai fini de laisser la peur prendre mes décisions. Je t'aime aussi, depuis que tu as menacé de me couper mon manteau quand j'étais en hypothermie. » Rose rit à travers ses larmes. « C'est là que tu as su. C'est là que j'ai arrêté de me mentir à ce sujet. Je suis tombé amoureux depuis ce premier soir où tu as cuisiné. » Il serra sa main, faiblement, mais réellement. « Ne pars pas. Je ne pars pas. Pas maintenant. Jamais. » Promis? Promis. La convalescence dura 2 semaines. Rose logea dans une pension près des parcs à bestiaux, rendant visite à Silas 2 fois par jour, le regardant guérir avec le même entêtement exaspérant qu'il appliquait à tout le reste. Gideon se rétablit plus vite, son bras se ressouda bien. Jed se réveilla après 3 jours et fut libéré après 1 semaine. L'argent de la transhumance fut viré à la banque de Shadow Creek. Le 15e jour, le médecin autorisa Silas à voyager. « Allez-y doucement, prévint-il. Ces côtes ne sont pas entièrement guéries. Si vous forcez, vous reviendrez ici. Ou pire. » Ils rentrèrent en chariot, 5 jours lents à travers les plaines, parlant de tout. L'argent, le ranch, l'avenir. Comment ils combineraient les gains de la transhumance avec ce que Rose avait gagné pour renégocier le prêt bancaire? Comment ils développeraient l'exploitation maraîchère au printemps? Comment ils se diversifieraient, s'adapteraient et construiraient quelque chose qui pourrait survivre à tout ce qui viendrait? Et ils parlèrent du mariage. « Sarah t'aurait aimé, » dit Silas le 3e jour, le chariot se balançant doucement sous eux. « Elle aurait adoré que tu utilises sa recette. Je n'essaie pas de la remplacer. Tu ne remplaces personne.
Tu es juste toi, Rose. Et c'est assez. C'est plus qu'assez. Quand Shadow Creek apparut en vue l'après-midi du 5e jour, Rose se remit à pleurer. Le ranch avait l'air différent. Pas seulement propre ou organisé, mais vivant. Des hommes travaillant dans les champs, de la fumée s'élevant de la cuisine. De nouvelles clôtures droites, le jardin incroyablement vert. Et debout dans la cour, tous sans exception, Walt, Caleb, Emmett et tous les autres attendaient. Ils applaudirent quand le chariot arriva. Caleb poussa un cri si fort que les chevaux eurent une peur. Walt serra Rose dans ses bras si brusquement qu'elle faillit tomber. « Tu as bien travaillé, ma fille, dit-il dans ses cheveux. « Très bien. On a tous bien travaillé. »« Non, tu as bien travaillé. On a juste suivi les ordres. » La célébration dura jusqu'au soir. Rose cuisina. Bien sûr, elle cuisina. Un festin préparé avec les provisions qu'elle avait stockées et les nouvelles denrées que les hommes avaient acquises pendant son absence. Poulet frit, pain de maïs, ragoût et cobbler aux pêches fait avec la recette de Sarah, chaque bouchée portant l'amour comme ingrédient secret. La joie dura exactement 3 jours. Le 4e matin, un autre buggy arriva à Shadow Creek. Victoria Ashford, encore. Mais cette fois, elle n'était pas seule. À côté d'elle était assis un avocat de Denver, avec un visage comme une porte fermée et une maillette plus épaisse qu'une bible de famille. « Monsieur Hawthorne, dit Victoria, sa voix douce comme de la soie huilée, « je ne suis pas ici pour faire une offre. Je suis ici pour faire une notification. » Elle ouvrit la maillette et posa une pile de documents sur la rampe du Porsche. « J'ai racheté la dette de Shadow Creek à la banque. Les 15 000 $ en totalité. Je suis maintenant votre créancière. » Son sourire était assez aiguisé pour faire couler le sang. Et selon les termes de l'accord d'achat, j'ai le droit d'exiger le paiement intégral dans les 30 jours. Si vous ne pouvez pas payer, je saisis, légalement et immédiatement. Le sang quitta le visage de Silas. Gideon s'avança, les poings serrés, mais Caleb attrapa son bras et le retint. Rose resta très immobile, sa main agrippant la rampe du Porsche si fort que ses jointures devinrent blanches. « Pourquoi ?» demanda Rose, et sa voix était calme comme l'eau profonde est calme, immobile en surface et pleine de courants puissants en dessous. « Pourquoi voulez-vous cette air à ce point ?» Victoria la regarda et Rose le vit, derrière le deuil et le calme marmoréen, une ambition nue. Pas de la cupidité exactement, mais quelque chose de plus froid et de plus calculateur. La fin d'une femme qui voyait l'avenir avant tout le monde et avait l'intention de le posséder. « Le chemin de fer, » dit Rose, répondant à sa propre question alors que la dernière pièce se mettait en place. La nouvelle ligne ferroviaire étudiée à travers les montagnes. Shadow Creek se trouve directement sur le tracé. La terre vaudra 10 fois sa valeur actuelle une fois que les rails seront posés. Elle se tourna vers l'avocat. « Et je suppose que Mme Ashford est aussi derrière les évaluations fiscales frauduleuses qui ont saigné ce ranch à blanc ces dernières années, gonflant les coûts pour forcer une vente à une fraction de la valeur réelle de la terre. » Victoria ne répondit pas, mais son silence était plus fort que n'importe quel aveu. « Ne signez rien, dit Rose à Silas. Donnez-moi 3 jours. » Rose, 3 jours. Faites-moi confiance. Silas la regarda. Cette fille qui était arrivée avec une valise et une broche en camé et qui était devenue le cœur, la colonne vertébrale et le cerveau de toute son exploitation. Il hocha la tête. 3 jours. Victoria sourit, de son sourire froid. 3 jours ou 30, le résultat sera le même. On verra, dit Rose. Et pour la première fois, quelque chose d'incertain traversa le visage de Victoria Ashford. Rose ne dormit pas pendant 3 jours. Elle passa en revue chaque document financier que le ranch possédait, chaque reçu d'impôt, chaque relevé bancaire, chaque correspondance datant de l'année où le père de Silas avait acheté la terre pour la première fois. Elle écrivit des lettres à la Commission bancaire de l'État, au Bureau fédéral d'arpentage des chemins de fer, au Journal de Denver. Elle compila les preuves des évaluations fiscales frauduleuses, une piste de papier qui menait directement à la porte de Victoria Ashford. Et puis, dans une boîte de vieux documents qui avait appartenu à Josiah Hawthorne, le père de Silas, enterré sous 20 ans de poussière et de négligence, elle trouva l'arme qui les sauverait. Une clause dans le contrat d'achat initial de la terre de 1853. Un droit de priorité. Il stipulait, dans un langage démodé mais parfaitement clair,
que toute dette garantie contre le ranch de Shadow Creek devait être offerte à l'achat au propriétaire actuel avant de pouvoir être vendue à un tiers. Victoria avait acheté la dette directement à la banque sans jamais offrir à Silas la chance de l'acheter lui-même. La transaction était invalide. L'achat entier était légalement nul. Quand Rose exposa ses découvertes sur la table de la salle à manger devant Silas, Gideon, Caleb, Victoria et l'avocat de plus en plus pâle de Victoria, la pièce devint si silencieuse que Rose pouvait entendre le feu crépiter dans le poêle de la cuisine, 2 pièces plus loin. Vous avez acheté la dette sans offrir à M. Hawthorne son droit contractuel de premier refus. Les mains de Rose étaient instables, même si son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Cela viole la clause de priorité de l'acte de propriété original de 1853. La transaction est nulle. La dette revient à la banque d'origine, avec qui nous avons déjà négocié avec succès de nouvelles conditions. Taux d'intérêt plus bas, date limite repoussée à juin au lieu de mars. Elle plaça une autre pile de papier sur la table. De plus, j'ai compilé des preuves que vous êtes responsable des évaluations fiscales frauduleuses prélevées contre Shadow Creek ces dernières années. La fraude à l'impôt foncier est une infraction pénale en vertu de la loi territoriale du Colorado. J'ai préparé des plaintes formelles pour la Commission bancaire de l'État et le bureau du procureur de district. L'avocat de Victoria, qui ne savait manifestement rien de la fraude fiscale, passa de pâle à gris cendré. « Voici donc mon offre, » dit Rose, et sa voix était la chose la plus calme de la pièce. Vous renoncez à toutes les réclamations contre Shadow Creek. Vous remboursez chaque dollar d'impôt frauduleux que ce ranch a payé environ environ 500 dollars, et vous ne remettez plus jamais les pieds sur cette propriété. En échange, nous ne déposons pas les plaintes. Le silence s'étira. Le vent poussait contre les fenêtres. Le feu pétilla dans le poêle. Victoria Ashford regarda Rose Sinclair, 21 ans, 1,60 m, de la poussière de farine encore sur son tablier, et comprit avec une clarté parfaite qu'elle avait été battue. Pas par l'argent, le pouvoir ou les relations, mais par une fille avec une tête pour les chiffres et un cœur qui n'abandonnait pas. « D'accord, » dit Victoria, et le mot sortit comme un poison, laissant une blessure. Elle se leva, se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Vous avez de la chance de la voir, Hawthorne. »« Je sais, » dit Silas, « et la chance n'a rien à voir là-dedans. » Victoria quitta le ranch de Shadow Creek pour la dernière fois. Ils se marièrent 3 semaines plus tard dans la petite chapelle sur la colline au-dessus de la maison du ranch. La même chapelle où les parents de Silas avaient échangé leurs vœux une génération plus tôt. Le même sol où Sarah était enterrée. Un endroit où les fins et les débuts cohabitent, comme toujours dans les lieux qui ont été aimés assez longtemps. Walt conduisit Rose à l'hôtel, car elle n'avait pas de père. Et ce vieux cowboy buriné, avec sa pipe et ses yeux avisés, était devenu la chose la plus proche qu'elle ait d'une famille. Gideon se tenait à côté de Silas comme témoin, sa cicatrice brillante sous le soleil d'automne, son expression tenant quelque chose que Rose n'avait jamais vu sur son visage auparavant. La paix. Caleb se tenait de l'autre côté, sa faussette brillant, les yeux si humides qu'il le nierait pour le reste de sa vie. Rose portait une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même. Silas portait son plus beau costume, les côtes encore sensibles mais en voie de guérison. Quand le prédicateur lui demanda si elle prenait cet homme, Rose prononça les mots sans la moindre hésitation. Quand il demanda à Silas, sa voix était stable comme le roc. « Oui, je le veux. » Ils s'embrassèrent sous les acclamations et les sifflets de chaque cowboy du ranch. Et puis il y eut un festin, car il y avait toujours un festin quand Rose Sinclair était impliquée. Poulet frit, pain de maïs, ragoût et cobbler faits avec la recette de Sarah. Quelqu'un sortit un violon. Il y eut de la danse dans la cour sous des étoiles si brillantes qu'elles semblaient assez proches pour être touchées. Silas tira Rose à l'écart pendant que la musique continuait. Heureuse? Terrifiée, mais heureuse. Le bon genre de terreur ou le mauvais? Le bon genre. Celui qui signifie que je me soucie enfin assez de quelque chose pour avoir peur de le perdre. Il lui embrassa le front, aussi doucement que la première fois qu'il l'avait fait sur le porche sous les étoiles. Il y a une éternité. Tu ne vas pas perdre ça. Tu ne vas pas me perdre. Nous construisons quelque chose qui dure. La porte se referma doucement derrière eux cette nuit-là. Au matin, tout entre eux avait changé, profond,
permanent et beau, de la manière que seules deux personnes qui ont connu une vraie perte peuvent comprendre. La première année fut difficile. Ils remboursèrent une partie du prêt bancaire, mais ne le soldèrent pas entièrement. Ils développèrent l'exploitation maraîchère en quelque chose de stable, mais pas de riche. Ils perdirent du bétail à cause du temps et de la malchance, mais pas assez pour les briser. Ils firent des erreurs, les corrigèrent et apprirent. La deuxième année, ils firent un profit. Pas une fortune, mais assez. La banque cessa de tourner autour. Victoria Ashford vendit son ranch à une compagnie de chemin de fer et déménagea à Denver sans se retourner. Le marché du bétail s'améliora. Le jardin prospéra. Le fumoir produisit assez de viande séchée pour approvisionner 3 villes. Silas annonça, comme il l'avait promis, que Shadow Creek était un partenariat en esprit, sinon en droit. « Ce n'est plus mon ranch », dit-il aux hommes rassemblés dans la salle à manger un dimanche soir. « C'est le nôtre. Ce que nous construisons, nous le construisons ensemble. Ce que nous gagnons, nous le partageons. » Gideon, qui était arrivé à cette table 3 ans plus tôt, brûlant de colère et de peur, se leva et leva sa tasse de café. « À Shadow Creek, répétèrent les hommes. Et Caleb, souriant de son sourire impossible, ajouta « à la meilleure annonce matrimoniale par correspondance jamais écrite. » Le rire qui remplit cette pièce était le son d'homme qui s'était souvenu comment vivre. La 3e année, Rose était enceinte. Elle se tenait dans la cuisine qu'elle avait ramenée à la vie, la main posée sur le gonflement de son ventre, et sentit la peur et l'espoir se mélanger à parts égales, comme toujours quand quelque chose de précieux est en jeu. « Et si quelque chose arrive ?» demanda-t-elle à Silas un soir, et il entendit dans ces 4 mots chaque perte qu'elle avait subie, chaque enfant mort dans sa famille, chaque raison pour laquelle elle avait passé 3 ans à fuir tout ce qui pouvait lui être enlevé. « Et si rien n'arrive, répondit-il, et si tout se passe exactement bien, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Non, mais c'est comme ça que la foi fonctionne. » Il s'agenouilla à côté d'elle, cet homme énorme, 1,98 m de montagne, de muscles et d'entêtement, agenouillé sur le sol d'une cuisine que sa première femme avait conçue et que sa seconde femme avait sauvée. « C'est toi qui m'as appris ça, Rose. Tu m'as appris que se soucier de quelque chose signifie accepter le risque, que rester signifie affronter la peur, que construire quelque chose qui en vaut la peine exige de croire que tout ne s'effondrera pas. J'ai peur. Moi aussi, mais nous avons peur ensemble, et ça rend la chose supportable. » Leur fille naquit au printemps, en bonne santé et forte, avec la détermination de sa mère et l'entêtement de son père, et un cri assez fort pour être entendu dans le dortoir. Ils l'appelèrent Sarah Grace. Sarah pour l'épouse qui avait appris à Silas ce qu'était l'amour. Grace pour la sœur que Rose avait perdue, dont elle porterait doucement le souvenir maintenant au lieu de le fuir. Et grâce parce que la grâce était ce qui les avait réunis, immérité et plus belle encore pour l'être. Rose tenait sa fille dans la cuisine où tout avait commencé et sentit la boucle se boucler. Elle était venue à Shadow Creek en répondant à une annonce qu'elle avait trouvée dans un journal, passée par un jeune homme trop désespéré pour attendre la permission de son frère. Elle était restée parce qu'une promesse faite à un éleveur têtu était devenue une promesse faite à elle-même. Elle s'était battue parce que se battre était la seule réponse honnête à un monde qui essayait sans cesse de lui enlever des choses, et elle avait construit, planche par planche, repas par repas, jour par jour, quelque chose qu'elle n'avait pas cru pouvoir avoir à nouveau. Un foyer. « Merci », murmura-t-elle au bébé endormi dans ses bras. « Pourquoi ?» demanda Silas depuis le seuil, appuyé contre le cadre, comme il l'avait fait ce premier soir où il était entré dans une cuisine propre et avait trouvé une étrangère qui avait transformé sa maison morte en une maison vivante. « D'être en vie, d'être ici, de m'avoir donné une raison de rester. » Silas traversa la pièce et enlaça sa femme et sa fille. Dehors, le ranch respirait au rythme du travail, de la vie et de la détermination. Des cow-boys riant, du bétail meuglant dans les champs, le jardin poussant, vert et sauvage derrière la cuisine, la fumée s'élevant de la cheminée, la montagne montant la garde sur 3 côtés, immuable, patiente. Le ranch de Shadow Creek était en train de mourir quand Rose Sinclair arriva avec une malle en cuir, une broche en camé et la terreur de rester quelque part assez longtemps pour être blessé. Il avait été sauvé par du poulet frit,
de l'entêtement et de l'amour. Mais plus que ça, il avait été sauvé par des gens qui avaient décidé que certaines choses valaient la peine de se battre, même quand les chances étaient impossibles. Valant la peine de rester, même quand fuir était plus facile. Valant la peine de construire, même quand tout pouvait s'effondrer. Et Rose, debout dans cette cuisine, tenant sa fille, entourée de la vie qu'elle avait construite avec de la farine, de la foi et le refus d'abandonner, comprit enfin ce que signifiait un foyer. Pas un endroit que l'on trouve, un endroit pour lequel on se bat, un endroit que l'on gagne de ses propres mains, un endroit que l'on refuse d'abandonner, peu importe à quel point on a peur. Le ranch de Shadow Creek, avec sa cuisine qui avait été morte et qui était maintenant vivante, ses hommes loyaux, ses 3 frères montagnards et son épouse par correspondance qui avait appris la leçon la plus difficile de toutes, comment rester, était enfin, complètement et indéniablement